va commencer donc cette émission comme d'habitude avec The World News. Un jour on aura une petite musique, ne vous en faites pas. Ça mettra du temps s'il le faut, mais écoutez, on fait les choses à notre rythme. Et on va commencer cette émission avec une news très sympathique dont tu vas nous parler, Thunder. Oui, bah, c'est moi qui rouvre le bal de cette émission avec l'annonce de Glénat qui a fait en fin de semaine dernière un gros carton parce qu'ils ont fait plein d'annonces dont on va peut-être reparler dans les autres news, qui sait. Et la plus grosse pour moi en tout cas, c'était l'annonce de Neon Genesis Evangelion ou Neon Genesis Evangelion ou juste Evangelion pour les fans, l'édition originale. Comme ils l'ont appelé eux, alors ils marquent Collector's Edition parce que là vous voyez les jaquettes japonaises, ouais. Donc ça va être des volumes doubles au lieu des 14 parce que la série s'est terminée en 2018 après des années et des années de pause, d'interruption, de remise. Quelle galère, j'ai commencé le manga je sais pas, en 2000 je crois, ou même avant, je sais plus sûr. Ouais. Ça remonte à longtemps. J'ai perdu le fil, vraiment. En plus, Glénat est passé par différents types d'éditions pour le même truc. Exactement. Tu vois, genre truc dur, relié, enfin avec jaquette. Il y a eu la pause parce qu'il y a eu le temps de passer au studio Kara. Parce que c'était Gainax, mais c'est passé à Kara, donc c'est une pause. C'est le nouveau Gainax. Les covers. ouais, voilà. Donc c'est une super nouvelle, surtout que c'est vraiment, je pense, très très chaude pour eux parce que le manga n'est même pas sorti au Japon. Les deux premiers tomes sortent en janvier au Japon. Ils sortent le 26 janvier 2021, plus exactement. Donc c'est vraiment, ils annoncent déjà, on a déjà mis les droits sur cette version-là. Ça fait un peu, on a signé le contrat, vite, fais un tweet. Ça fait un peu ça. Mais ils ont raison parce que c'est, mine de rien, c'est une belle édition. Ça va être des volumes doubles, donc plus grand format. Ils n'ont pas précisé encore le format. Alors est-ce que ça sera un format plutôt comme Akira ou est-ce que ça sera un format qui serait plus proche des Dragon Ball, Slam Dunk ou Kenshin? Moi personnellement, je préférais cette seconde option. Des bouquins un peu plus petits, un peu plus épais, avec un papier un glacé. Mais bon, à voir sur quelle édition ils partent. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est du très bon, cette annonce. Et juste les nouvelles couvertures, elles sont magnifiques, quoi. Bah, ça a l'air. Personnellement, moi, ça me tente. Tu es fan d'Evangelion aussi? Moi, je dis Evangelion. Moi, je mélange tout. Evangelion. Les gens me détestent. Toutes les communautés me détestent. Tu dis Evangelion aussi? Ah, merci. Je me sentais seule. Il n'y a que moi qui Eva, tu dis Eva, alors. Bah, en fait, le truc, c'est où on dit Evangelion, ou on dit Évangélion, tu vois, c'est la logique. Mais moi, je dis Evangelion. Je mélange et le français et le katakana. Et du coup, les gens me trouvent étrange et je suis d'accord avec les gens. Je réponds à une image D qui demande combien il y a de volumes au total. Comme c'est des volumes doubles et qu'il y avait 14 volumes dans l'édition, il y en aura 7 mais pour ils l'ont cette annoncé édition-là. et ils ont dit qu'il y en aurait 7. Effectivement. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas encore commencé le manga Evangelion ou Evangelion ou ce que vous voulez, Eva. Si vous n'avez pas encore commencé Eva en manga, franchement, attendez cette édition qui devrait, je pense, sortir. Allez, peut-être, ça va être courant 2021, mais on va tabler sur un juin-juillet peut-être si on est content. Ouais. Ça sent l'envie de sortir éventuellement ce titre pour peut-être un Japan Expo. Hein, puisqu'en général, stratégiquement, ouais, t'as vu quel enchaînement, puisqu'on va parler de Japan Expo, justement. Ah là là, c'était pas du tout préparé. Bravo, quelle transition. J'avais encore une autre transition possible, j'allais dire, j'ai vu OVNI qui chantonnait le générique, et la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était évidemment à Japan Expo. Quand Takahashi-san est venue, évidemment, la chanteuse de l'animé, du générique de l'animé, voilà. Et tu vas me dire que le film va sortir en avant-première à Japan Expo? Il y a toujours un moyen de parler de Japan Expo. Et donc, concernant Japan Expo, ça va pas vraiment concerner les animés ou les mangas. C'est plus par rapport à l'événement en soi, puisque vous le savez, la situation actuelle est terrible. Cette pandémie bloque tous les événements auxquels on était éventuellement habitués d'aller. Moi, personnellement, je me déplaçais quand même beaucoup aux événements qui se passaient en région parisienne. Et du coup, il n'y en a plus aucun qui peut actuellement continuer à vivre. Beaucoup même changent intégralement leur date. J'ai vu que... alors, c'était Japan Tour, je crois, qui habituellement se produit en mois de février. Ils ont décalé pour le milieu de l'été. Enfin, tout le monde tente désespérément de s'en sortir de cette pandémie. Et pour Japan Expo, en l'occurrence, ça n'a pas l'air de se passer trop bien. Du coup, ils demandent de l'aide à leur public. Et pour ce faire, voilà, ils ont fait effectivement une petite vidéo sur YouTube que vous pourrez retrouver sur leur channel YouTube. Voilà, les deux patrons de Japan Expo, à qui je fais des bisous, expliquent
pourquoi ils ont besoin d'aide et ils expliquent du coup ce qu'ils proposent en fait aux gens pour pouvoir trouver quand même un juste milieu, que ce soit pas de l'argent contre rien. Et pour ça, ils proposent d'acheter des boîtes surprises qui sont celles-ci, mais attention, imaginons contractuelles, puisque ce sont des boîtes surprises, donc évidemment le contenu va différer d'une boîte à l'autre. La seule chose dont on peut être sûr, c'est par rapport au prix que vous payez. Par exemple, la boîte qui s'appelle Die, si je me plante pas, c'est marqué 15 €. Et en fait, vous aurez dedans du contenu qui représentera le double de la somme investie, parce que Japan Expo, au fil des années, a réussi à accumuler toutes sortes de petits goodies donnés par des partenaires, ou même tout simplement des produits estampillés Japan Expo. Et donc vous pourrez retrouver ce type de produit dans des petites boîtes surprises. Vous voyez, il y a différentes gammes de prix. Si vous avez vraiment envie de soutenir Japan Expo, vous pouvez aller jusqu'à 50 € avec le Mega Kaiju. Et si vous avez plutôt un petit portefeuille, le Die. Pourtant, Die c'est grand, hein, mais c'est vrai que Mega c'est peut-être plus grand que Die. À 15 €, vous avez voilà, une petite boîte avec pas mal de trucs dedans. Donc c'est pour illustrer. Hein. Les photos, je rappelle, c'est pas exactement le contenu. Alors on me demande quel est le lien. Vous pouvez tout simplement aller sur YouTube. Vous tapez Japan Expo. Vous devriez normalement tomber sur le channel officiel de Japan Expo. Vous sentez que je n'ai pas préparé le lien. Mais normalement, c'est facilement trouvable. Ou alors tout simplement sur le site officiel de Japan Expo. Vous vous en doutez bien, c'est là qu'on peut acheter les fameuses petites boîtes pour pouvoir soutenir l'événement. Donc c'est du mécénat hein, en quelque sorte. Mais c'est pas tout à fait du crowdfunding. C'est pas non plus un Tipeee. Hein, puisque c'est pas un truc au mois par mois, c'est un petit peu différent, mais ça demande le soutien. Merci beaucoup Fumble d'avoir posté le lien. Ça demande le soutien, voilà, des gens qui veulent voir l'événement revenir potentiellement à l'été 2021, puisque sans grande visibilité, on s'imagine que ça sera possible du coup de remettre en route l'événement à cette période-là. Je sais pas si vous avez des pronostics de votre côté, Fumble, Thunder. Non, bah, je rigole parce qu'Animé HD il dit j'attends de voir le menu manga à 20 € au lieu de 10. Peut-être peux-tu le retrouver dans la boîte Kyojin. Mais il sera un peu j'espère qu'il périmé. j'espère qu'il n'y a pas le menu manga. Le jambon beurre dans la boîte, ça va être pas problématique. Après, en vrai, vous savez que évidemment Japan Expo n'a pas d'impact sur en fait les menus qui sont vendus. Ah oui, c'est le festival qui. C'est le Cyril stand. me dit sans faire exprès, j'ai fait un jeu de mots par rapport à Impact, mais j'ai même pas fait gaffe. Parce qu'en fait, c'est Viparis en fait, c'est la société qui loue en fait les lieux, qui impose du coup les restaurateurs qui sont sur place, ou en tout cas qui impose un tarif extrêmement élevé aux gens qui veulent tenir un stand de nourriture. Et en fait, ils sont obligés d'afficher des tarifs vachement élevés, sinon en fait, limite, ils se ruinent, quoi, vraiment. Il y a Vic la Terreur qui dit n'oubliez pas le HK dans la convention, mais le HK pour moi c'est HK Vidéo, c'est un éditeur qui existe plus trop d'ailleurs. Non, c'était avant. Enfin, moi je me souviens d'avant, effectivement. Je vois pas ce que c'est HK. C'est quoi Alors HK, je pense qu'il veut juste dire que c'est de la contrefaçon chinoise. Il veut juste dire ça. Ah, les contrefaçons chinoises. Ouais, mais ça c'est pas de Japan Expo encore une fois. Là aussi. Non, et au contraire, ils aimeraient bien éviter ça, eux, je pense. Ça les emmerde plus qu'autre chose à chaque fois, mais. Et en toute sincérité, si jamais vous tombez sur des contrefaçons, écoutez, il y a des gens qui l'ont fait, donc je sais que ça marche. Vous appelez les douanes. En toute sincérité. Ils passent chaque année. Dessus. Maintenant, ils passent chaque année maintenant. Ils ont compris qu'il y avait un vivier. Bah, ils ont compris. Ah, apparemment, c'est pas. Ouais, t'as entendu ce qu'il a dit? En fait, est-ce qu'on peut mettre une nouvelle webcam pour Cyril, clairement Une nouvelle webcam pour Cyril qui apporte des informations complémentaires. Mais c'est ça, ils passent tous les ans parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui les contactent et en fait, ils viennent tout simplement. Ils font, écoutez, là, contrefaçon, tu vois. Et ils viennent. Donc, disons que je connais quelqu'un aux douanes qui me dit qu'ils attendent les appels, mais ils savent qu'ils vont venir, quoi. C'est un petit peu. Ils savent. Cyril est venu, il est reparti, il a vu qu'il n'y avait pas une 4e place pour lui. Mais sinon, pour finir sur Japan Expo, moi le seul souci que j'ai, c'est que pour moi Japan Expo, l'intérêt principal de Japan Expo, c'est l'international et le Japon. Donc ils faisaient venir beaucoup de mangaka et d'animateurs. Totalement. Même s'il y a Japan Expo l'année prochaine, je ne pense pas qu'il y aura de japonais à Japan Expo. Ça va donc être compliqué. Je suis très curieux de voir l'alternative qu'ils vont proposer. Il me semble effectivement que les Japonais vont être plutôt frileux à l'idée de se déplacer dans une Europe qui a du mal à contenir la pandémie, à l'inverse de l'Asie.
Mais après, je n'ai pas envie d'être trop catégorique là-dessus. Je précise juste que tu disais que c'est un événement international où il y a beaucoup de mangaka et d'artistes du monde de l'animation qui viennent. C'est également la plus grande scène musicale japonaise qu'on peut trouver du coup en France. Il n'y a pas d'équivalent qui propose autant d'artistes différents pour un même événement. C'était vraiment Japan Expo le seul qui proposait ça. Donc évidemment, moi, mon cœur est meurtri de savoir que pour l'instant, ça ne se reproduit pas, puisque j'adore ça. Voilà. Charliou demande ce qui se passe quand les douanes viennent. Les douanes viennent, ils prennent les objets contrefaits et ils les détruisent. Et voilà. Il n'y a plus de stand, voilà. La contrefaçon. On roule dessus, on roule au compresseur. Ils roulent dessus, ouais. Totalement. Je crois qu'il y a 2-3 ans, ils avaient eu pour 200 000 ou 300 000 euros de pertes, tous les mecs qui vendaient de la contrefaçon. Alors par contre, il y a toujours un flou. Là, on est en train de faire un dossier en fait. On n'aurait pas dû. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, c'est vrai, on n'aurait pas dû. Mais oui, c'est toi aussi. On avait dit qu'on allait vu. Mais je voulais juste votre pronostic pour savoir si vous pensiez qu'il allait avoir Japan Expo. C'est tout. C'était la question à la base. Alors, je dirais que peut-être, mais sans les Japonais. Fumble, tu diras la même chose, j'imagine. Je pense que c'est faisable. Est-ce que vous pensez que dans un événement comme Japan Expo... Même avec certains Japonais, si ça dépend du vaccin en fait. Oui, c'est vrai qu'on si n'y a ça pas peut trop commencer dès le début d'année prochaine, ça peut être réglé avant le printemps, donc pas sûr, mais bon. Personnellement, je ne crois pas trop au vaccin, mais bon, c'est un avis très personnel. Est-ce que vous pensez que dans un événement comme Japan Expo, on peut mélanger les univers, comme par exemple des comics et du manga ? La réponse était oui, normalement. Il me semble que c'est déjà arrivé d'avoir des univers mélangés comme ça à Japan Expo. Ça tombe bien, puisqu'on... Ah non, c'est pas maintenant ? Non, justement, c'est pour ça que je me suis dit. On n'est pas ta transition. Je me suis dit dans quoi tu t'engages, Caro. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes en fait. J'ai pas lu ça. T'as sauté une ligne. Mais j'ai totalement sauté une ligne. Attendez, ça c'est Fumble. Ah bah oui. C'est avant. Mais du coup, oubliez ce que j'ai dit. C'était presque intéressant, c'était presque bien. Mais non, mais évidemment, moi j'attends le stand Chainsaw Man à Japan Expo. Carrément. Avec les tronçonneuses pour les détruire. Mais totalement, les tronçonneuses jouets qu'on avait eu pour la soirée. Les vrais, c'est bien aussi. Hein. T'as pas le droit. À Japan Expo, t'as souvent envie d'avoir une tronçonneuse quand il. Mais en tout cas, oui, Chainsaw Man, c'est triste. Hein, regarde le petit Mochi qui pleure. C'est le dernier chapitre qui arrive pour le manga de Tatsuki Fujimoto. Donc, au final, ça devrait faire dans les 10 tomes pour la publication chez Kazé. Là, on en a les 5 premiers, là. Un tout petit peu plus, peut-être, parce qu'on en est à 9 au Japon. Et il y avait un peu de chapitres reliés, donc peut-être plutôt 11. Ouais, peut-être 10, 11, ouais. On verra exactement. Il y aura peut-être aussi des bonus, et ça dépend exactement ce que ça implique après. Mais oui, ça c'est terminé. Ça a débuté pour ceux qui ont suivi dans Manga Plus. Donc en anglais, on a pu tout lire du début à la fin. C'est vrai. Et ça va être très difficile de se passer de ce petit moment du dimanche où tu te demandes ce qui va se passer dans Chainsaw Man. Et au final, c'est des trucs qui sont absolument inclassables et que tu n'avais pas prévu. Comme l'avant-dernier chapitre, qui déjà met une grosse baffe. On reviendra pas sur la rumeur de l'animé puisqu'on n'a toujours pas d'informations officielles. Non, toujours pas. Mais justement, peut-être qu'au moment où ce chapitre sortira, annonce il y aura. Annonce peut-être, ou la semaine suivante avec le Jump Festa. Ah oui, c'est vrai, c'est dans pas longtemps. C'est vraiment plus très très loin. Donc, mais oui, c'est un peu plus court, je crois, que Fire Punch, du coup. Mais c'est un peu plus... C'est 8 tomes, hein, Fire Punch. Ah oui, c'était si rapide que ça. Bon, un tout petit peu plus long, là. Mais effectivement, au rythme où il allait, on ne s'attendait pas à ce que ça devienne une série à rallonge. Il y a un petit passage dans le manga, peut-être vers le tome 4 ou 3-4, où on se demande si ça va pas être un peu une série d'élimination de démons à la chaîne, et avec des petites histoires comme ça. En fait, ça démarre à un moment, et ça ne s'arrête plus jusqu'à la fin, en fait. L'action ne s'arrête plus du tout jusqu'à la fin. C'est ce que tu avais dit, ouais. Et, oui. Parce que oui, c'est Captain Geek qui croyait que ça va s'installer dans une routine. Non, absolument pas. C'est pas du tout le genre de Fujimoto apparemment, donc non, pas de routine, pas de
pas de truc classique, c'est juste de la folie pure et dure. Il est en train de nous faire presque une critique de la série. Hein. Bah oui, oui. C'est ça. Attention. Elle arrivera vite. Bah, elle pourrait arriver la semaine prochaine, vu que j'ai tout vu. Ah mais oui, toi t'as tout lu sur Manga Plus, c'est vrai que tu pourrais, pas mais... obligé d'attendre les Est-ce que ce serait pas trop rapide, puisque finalement quand ça va se conclure chez nous, on se dira ah mais du coup qu'est-ce que tu vois, enfin, je sais pas, peut-être que c'est couper un peu l'arbre sous le pied de l'éditeur, non? Surtout. Ouais, mais l'éditeur il sait très bien qu'il peut pas tenir Fujimoto, il peut pas lui faire une série à long terme, c'est pas ça. Ouais, non mais pas du tout au personnage. Je pense pas qu'il y arriverait, il se ferait chier et il foutrait tout en l'air au bout de 2 secondes. À mon avis, l'éditeur sait très bien qui il a en main et il est plutôt libre de ce qu'il fait apparemment. Donc, ça a l'air de bien se finir là. Ça se finit de façon satisfaisante. C'est pas une fin coupée ou quoi que ce soit. Oui, non, surtout que c'était dans les sondages, ça allait. C'était pas non plus, c'était pas mauvais quoi. Donc il y a pas de raison. Non, je pense que c'était juste, ça devait être un deal comme ça avec l'auteur, peut-être pour tester aussi le potentiel de son univers dans le Jump. Et vu que ça a bien pris, peut-être qu'il va se lancer d'ici quelques temps sur une autre série avec un univers toujours aussi fort et barré. Donc et un peu plus long que cette fois peut-être. Peut-être. Ils avaient déjà testé. Je suis sûr qu'ils puissent faire un truc long, mais. Fire Punch était dans le Jump Plus, il me semble, c'est ça? C'était dans le Jump Plus? Je sais plus. Je crois que sa série d'avant était justement Web. Et je crois qu'il est passé du Jump Plus au Shonen Jump. Et peut-être qu'il voulait juste tester la compatibilité de son univers avec l'ADN du magazine. Il y a Tarte au citron qui valide. Il est étonnant. Tarte au citron valide. Bah, c'est tellement rare qu'il valide mes propos que je dois avoir raison à 100% sur ce que j'ai dit. Ok. Bah écoutez, passons à une autre news avant qu'ils disent que c'est pas vrai. Vite, attendez, il a dit bouh. C'est terrible. Alors tu disais que c'était barré, mais est-ce que c'est aussi barré que ça? Voilà, parce que du coup, tu as faire la transition sur les mélanges des univers et j'ai raté. Voilà, les auditeurs ne comprenaient pas, les spectateurs ne comprenaient pas justement la transition avec Chainsaw. Oui, il n'y en avait pas. C'était une erreur. Avec Deadpool Samurai qui débarque dans le Shonen Jump Plus. Mais qu'est-ce que c'est que Deadpool Samurai? Nani. Non, en gros, il faut revenir. Ça a été lors du Tokyo Comic Con de 2020 qui a été annoncé. Alors, il s'est passé en ligne et il y a eu plusieurs annonces, dont une des annonces a été un rapprochement qui avait déjà eu lieu l'année dernière entre Marvel Comics et Shueisha. L'année dernière, ils avaient publié 6 histoires courtes. Moi, j'ai lu que ça avait été mis dans le Shonen Jump Plus aussi, mais Fumble me disait qu'il ne les avait pas vu passer, donc peut-être que ça c'est... Que j'avais juste zappé parce que c'est... Bon, en tout cas, il y a eu sa moitié, donc. Il y a eu 6 petites histoires qui ont été publiées pendant l'automne 2019, dont une qui a été faite par l'auteur de Yu-Gi-Oh, par exemple. Ouais. Et c'était vraiment des histoires courtes, dont ce Deadpool Samurai, et ça a tellement plu sûrement dans les locaux de la Shueisha que ça passe en serial, donc à partir, ils disent, ça serait à partir du 10 décembre prochain. Et en gros, s'il y a un pitch, en tout cas le pitch de l'histoire courte, parce que le pitch du manga, je sais pas s'il va être le même, mais dans l'histoire courte, c'est Deadpool qui se rendait compte qu'il avait été adapté en manga dans le Shonen Jump, et donc du coup il se commençait à adopter les caractéristiques propres à la BD japonaise. Donc voilà, je suis très... Je suis un peu sceptique. Alors bon, j'accepte la référence à Baby Cart qui est dans dans cette image, mais après je suis très sceptique. Je suis pas ultra fan de l'humour méta de Deadpool que je trouve très facilement gratuit. Et je me demande quelle est l'idée de ce rapprochement sur un plan artistique. Sur le plan financier, je le comprends assez bien. Sur le plan artistique, je suis déjà plus sceptique et j'attends de voir et de lire parce que là, c'est vraiment random, mais en revanche, on peut dire que c'est quand même assez incroyable que dans le magazine web Jump Plus, il y a du Marvel qui arrive, quoi. Donc vraiment, hégémonie de Disney est partout, quoi. Donc ça commence le 10 décembre, c'est ça? C'est ça, ouais, de ce que j'ai trouvé. C'est le 10 décembre, et toujours par les mêmes auteurs que la série courte qui a été publiée à l'automne dernier. Donc Sanshiro Kasama et Hikaru Uesugi qui avaient fait ensemble Sugiyagi Quest, j'avais vu. D'accord. Pour le coup, je connais pas trop, mais bon, c'est un mélange de 2 univers comme ça, donc plutôt du coup du côté du Japon, hein, avec du coup tout ce qu'on connaît des codes du manga, mais du coup quand c'est l'inverse, quand une œuvre du Japon débarque du côté de l'Occident, ça donne un autre mélange. Et putain, c'est toujours pas là, merde. C'est pas vrai.
me plante sur toutes mes transitions. Je saute une ligne à chaque fois. C'est pas du tout ça. Mais c'est parce qu'après, je vous dis, attendez, je préviens les gens. La news d'après, c'est sur Goldorak. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça. Mais imaginez comment elle était vachement bien la transition. Et je les invente évidemment Gardez-la à en chaque tête fois. et hop. Mais non, mais je les invente à chaque fois au moment où je glisse mes yeux comme ça. Et depuis tout à l'heure, je vois que Goldorak en fait. Moi, j'ai zappé ma news à moi. Mais depuis tout à l'heure, c'est ça. Je vous jure, c'est ça en fait. Tu zappes toute seule. Mais je m'auto-zappe. Et je zappe les autres. Et je m'auto-zappe. Oui, donc on va parler vampires. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Figurez-vous qu'en fait, Shinichi Sakamoto, je croyais que je le connaissais pas trop en dehors de Innocent, puisqu'en fait, Innocent, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu, mais j'ai découvert ce titre quand il avait été présenté par Maeva dans un manga sur qui date d'il y a un petit moment. Et j'ai été fascinée par le dessin. J'étais estomaquée, littéralement. Je me disais, mais comment quelqu'un dessine comme ça? Et genre, je suis pas au courant qu'il existe et tout, d'où ça sort. J'ai pas été chercher beaucoup plus loin. À ce moment-là, je me suis juste dit, ok, Innocent et Innocent Rouge, un jour, je ferai la série, c'est sûr. Parce que je suis fascinée juste par ça et ça a l'air d'être quelque chose d'assez dramatique dans un contexte historique. C'est quelque chose quand même qui peut carrément me botter. Et du coup, en faisant cette news, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que ça dans sa vie. Putain, c'est l'auteur de Né pour cogner. J'ai eu un flot de nostalgie qui m'a envahi parce que je me souviens de Né pour cogner. Ça fait partie des premiers trucs que j'avais acheté il y a tellement longtemps et je me suis dit mais non, mais c'est fou, on adorait ce manga avec mon petit frère, on l'a jamais fini d'ailleurs au passage et je me suis dit mais attendez, peut-être tu regardes le dessin et tout, tu fais mais c'est quoi ce glow up? C'est quoi ce glow up incroyable? Déjà le glow up tu peux le mettre, il y a eu Ascension entre les deux séries et déjà Ascension il y avait un petit level visuel. Ascension qui est déjà avant donc Innocent et Innocent Rouge bien évidemment. Donc déjà rien qu'entre les deux déjà tu fais oh il y a du progrès. Rien qu'entre les deux. Mais du coup j'ai plongé un petit peu dans son univers. Je n'ai pas eu le temps de lire toute sa bibliographie. C'est impossible. Je n'ai déjà pas réussi à lire ce que je vais faire en critique cette semaine, donc c'était mort. Mais du coup, j'ai été faire quelques petites recherches par rapport à ce nouveau titre qui va sortir et qui va débuter officiellement donc dans quelques jours, puisque, attendez, c'est marqué sur l'image, il y a une date en tout petit, c'est... Attendez, je vais zoomer. C'est le 20 janvier, voilà, dans le Ground Jump qui sortira le 20 janvier au Japon. Ce sera le début officiel de cette nouvelle série qui s'appelle DRCL Midnight Children. Alors DRCL bien entendu c'est pour Dracula, puisque du coup ici l'auteur va s'inspirer de la fameuse œuvre de Bram Stoker, merci. Je me dis mais c'est trop la mode, puisque figurez-vous que cette année c'est Nobinobi qui ont fait le manga Dracula, inspiré également de Bram Stoker. Donc je pense que la version Nobinobi est plus cute, même si elle reste assez fidèle en un sens à l'œuvre originale, puisqu'elle est là pour faire découvrir l'œuvre originale. Celle-ci m'a l'air évidemment bien plus fantaisiste et beaucoup plus trash aussi. Il faut savoir qu'il y a eu, donc là début décembre, le 2 décembre, dans le premier numéro du Ground Jump de l'année 2021, puisqu'ils sortent toujours avec un mois d'avance, il y a eu un petit chapitre qui a été publié, une espèce de petit prologue à cette histoire. Et je peux vous assurer qu'en fait, on sombre vraiment dans une histoire très dark et avec vraiment des choses auxquelles on s'attend pas quand on connaît un peu déjà justement Dracula. Donc je suis hyper hypée. J'ai vraiment hâte de découvrir ça et je suis sûre, je fais confiance à l'éditeur français, je crois que c'est chez Delcourt, Innocent et Innocent Rouge, pour du coup récupérer également Dracula, s'il vous plaît, ce serait carrément sympa parce que de ouf, ça mérite. Donc voilà, j'aimerais bien que moi ils ressortent les Ascensions sous leur nouveau logo, parce qu'il y a plein de tomes qui sont dépareillés entre les anciens logos. Ah, c'était au moment de la transition. Ouais. Et ça n'a pas été réactualisé depuis. Ça serait bien. C'est dommage. Effectivement, c'est chiant pour les collections. C'est une manière de sous-entendre que malheureusement, je crois que ça ne marche pas beaucoup Shinichi Sakamoto chez nous. Il me semble pas qu'Innocent et Innocent Rouge soient des gros cartons non plus. Innocent un petit peu peut-être, parce que sinon ils auraient peut-être pas sorti Innocent Rouge. Mais Ascension, c'est pas le top. Et je suis pas sûr qu'Innocent Rouge cartonne.
Non, malheureusement, j'ai pas l'impression. C'est un peu un artiste de l'ombre. Il est pas très populaire, mais quel travail incroyable. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas la reconnaissance qu'il mérite, à mon goût, hein, bien entendu. D'ailleurs, il me semble que c'est également Delcourt, ou alors Delcourt et Soleil, qui ont récemment sorti aussi Vlad et Nosferatu. Je crois 2 mangas sur les vampires. Vlad Dracula de chez Delcourt, effectivement. Et un autre s'appelle Nosferatu avec une. Ouais, il y a Nosferatu, mais Nosferatu, je crois que c'est de mémoire, c'est une histoire fantastique sur le thème des vampires et de Dracula. Mais Vlad Dracula, Dracula, en revanche, c'est chez Soleil pour le coup. C'est l'histoire du comte Vlad l'Empaleur, en fait, qui a donné la légende de Dracula. C'est un truc qui se passe dans les Carpates et qui raconte vraiment toute l'histoire de ce personnage historique et de comment il a tenu son pseudonyme de Vlad l'Empaleur. Très bien. En empalant les gens. En empalant les gens. Entre autres. On va parler d'une autre célébrité, hein, celui qui lançait des fulgures au point, paraît-il. Bien sûr, Goldorak. Pour empaler les gens. Mais c'est Goldorak, incroyable. Oh, Goldorak. Quelle surprise. Je ne comprends pas. Ah oui, Goldorak, le retour français, puisque effectivement c'est chez Kana qui a déjà fait Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, voilà, par Jérôme Alquier, que je n'ai pas lu malheureusement, parce que je suis pas très nostalgique en fait, donc c'est mon enfance, mais pas au point d'y retourner tout le temps. Et cette fois ils font une œuvre prévu pour 2021, qui s'appelle pour l'instant Goldorak, je ne sais pas si ça sera le titre exact, par tout un petit comité d'artistes qui sont allés voir Gonagai pour valider leur histoire et mettre ça en images. Donc on a par exemple Xavier d'Horizon qui est au scénario, le frère de Guillaume. Des bisous d'ailleurs, Guillaume. Ouais, salut. Avec Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac au dessin et Johan Guillot à la couleur. Il y a des noms que je connais et d'autres que je ne connais pas. Et ça va être une nouvelle histoire de Goldorak. Alors j'ai le pitch. Donc ça se passe après Goldorak. Les forces de Vega ont été éliminées. Actarus et sa sœur sont repartis sur Euphor, tandis que Vénuvia s'ennuie et Alcor sombre dans l'alcoolisme. Non, je déconne. J'y croyais, moi j'étais là. Ah bon, d'accord, ok. Non, ils sont juste là, voilà, ils vivent normalement. Et pas de bol, il y a un Golgoth. Plusieurs Golgoth qui reviennent de la division ruine Hydragon qui débarquent. Alors je sais pas pourquoi ils arrivent après, ils ont dû se prendre à droite au lieu d'à gauche pendant l'invasion, ils arrivent plus tard. Mais comme Goldorak s'est déjà barré sur Euphor, il n'y a personne pour s'opposer à ces Golgoth. Donc ils ruinent l'armée terrienne et ils disent maintenant vous nous libérez le Japon, on va s'installer là. Alors pourquoi le Japon, on ne sait pas trop, parce que ça aurait été Mazinger, j'aurais compris, mais Grandizer, je ne sais pas. Voilà, c'est pas vraiment sa terre de prédilection, c'est plus chez nous. Et donc, on va voir ce qui va se passer avec cette histoire. Est-ce qu'on va réussir à sauver la Terre une autre fois de plus? Est-ce qu'ils vont trouver un nouveau Goldorak? En tout cas, les drafts, je les trouve plutôt sympas. Ça sera de la BD ou ce sera un truc un peu hybride? Ça va être un projet comme Mémoire de l'Arcadia, en fait. Ça va être un hybride. Ça va, je pense, être publié sous le format comme Albator, Mémoire de l'Arcadia, donc BD, mais avec un style se rapprochant le plus du style du dessin animé, j'ai l'impression, vu de ce que je vois. Alors, je vais mettre, si vous voulez voir, une vidéo de Kana je vais vous la mettre dans le chat. C'est sur Facebook, c'est pour ça. Où il présente un peu le projet. Alors, on ne voit pas ce que ça va donner techniquement, visuellement, mais en tout cas, il présente comment ils ont eu l'idée, pourquoi ils l'ont fait, et tout ça. Donc, Caro, voilà. Tu as Quizwill qui demande c'est quoi un draft? Parce que tu parlais de draft. En gros, c'est premier jet, voilà, merci. Premier jet, effectivement. Pardon, je suis désolée, je mets des mots anglais sur les documents là qui sont présentés. Voilà, c'est les trucs en noir et blanc. En gros, les drafts, les
les rofs aussi, on dit un peu les rofs, je sais pas, c'est des mots très utilisés à l'oral. Voilà. Et mes premiers jets en français, c'est bien. Le premier jet, c'est très bien. Voilà. C'est ça. Moi, je trouve que ça m'a l'air assez prometteur. On change complètement d'éditeur. On dit coucou Kana, salut. On reviendra très certainement peut-être un autre moment tout à l'heure. Je suis même pas sûre en fait. Mais on va maintenant parler de Glénat. Glénat, ça va être l'éditeur un peu de tout le temps. Enfin, je dis Glénat parce que c'est One Piece et chez Glénat, mais évidemment, ça concerne pas One Piece en France. Là, excusez-moi. Pour l'instant, non, en tout cas, et je pense pas qu'on aura la même célébration chez nous. Même si ils ont annoncé, actuellement on est en célébration actuellement et qu'ils ont annoncé que ils ont annoncé que les volumes 98, 99 et 100 je crois auront une couverture en cuir en France pour accompagner justement l'arrivée du 100e volume de One Piece. Mais au Japon, One Piece va arriver à son 1000e chapitre. C'est quand même assez fou de se dire ça. Il y a quand même peu de séries au monde, je pense, qui arrivent à cette quantité-là, sachant que, bon, même s'il y a eu des petites pauses par-ci par-là, on est quand même sur un chapitre par semaine en moyenne. Hein. Donc c'est assez fou. Et One Piece étant le manga, n'en déplaise aux fans de Demon Slayer, en tout cas le manga le plus populaire au monde à l'heure actuelle, c'est une grosse célébration. En tout cas, le Jump, ça va être dans le numéro 5 du 4 janvier 2021 du Shonen Jump. Il y aura une couverture spéciale, des pages couleurs, ils ont rien voulu dire d'autre pour l'instant. Donc, beaucoup de fans se posent la question de est-ce que ce chapitre, parce qu'il sera le 1000e, va peut-être avoir un truc spécial. Par exemple, sans rentrer dans les détails de l'intrigue pour ceux qui suivent la parution en France et qui ne sont pas sur Manga Plus. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas le début de gros combats entre le big boss de cette partie-là et un des chapeaux de paille, par exemple, qui pourrait enfin commencer? Donc voilà, beaucoup de fans sont en train de fomenter des théories et ça fuse dans tous les coins. Donc c'est toujours rigolo à voir, et sachant que le Jump est resté très mystérieux sur ce qu'ils vont faire en fait pour ce 1000e chapitre. Ouais. Et on a déjà été habitué à plein de petits trucs sympas. Ça pourrait être par exemple tous les auteurs actuels du Jump qui dessinent chacun leur membre de l'équipage ou leur personnage préféré. Voilà, bref, ça va être un petit moment fan service un peu sympa. Ouais. Et en tant que bon fan de One Piece, je suis quand même content et je pense que je vais quand même acheter ce Shonen Jump là pour la postérité. Ah, effectivement, quand on est fan, je pense que c'est une bonne chose. Tu vois, ça marque le coup. Comme tu disais, c'est pas toutes les séries qui peuvent arriver jusque-là. Ah non. Mais en tout cas, c'est ce que c'est ce que je souhaite à la série dont je vais vous parler. Mais non, je pense que là, quand même, c'est tendu, tu vois, d'arriver à 1000 chapitres. Surtout pour cette série qui est d'un artiste qui est pas forcément débutant, mais qui n'est pas non plus un vétéran comme Monsieur Oda, bien évidemment. C'est pour vous parler de Elio le Fugitif qui vient d'être annoncé donc chez Glénat. C'est alors un shonen, a priori un shonen bien shonen classique, mais attention, qui ne se passe pas au Japon, mais qui se passera dans un contexte historique en Espagne. J'étais là genre, ok, ça me vend un peu le truc, parce que moi du coup l'Espagne, ça c'est mes origines et tout, alors moi forcément ça me hype, hein, on va dire. Donc il faut savoir que c'est un manga qui est prépublié dans le Shonen Champion, qui a priori est le même magazine que Irumakun, Prisoner Iku, oui. Baki et Beastars. Ça, quelque part, c'est des arguments. Toi, tout de suite, tu me sors ces séries-là, je suis là, oui, so. Donc pour moi, c'est un grand oui, mais donc effectivement, Masami Hosokawa, qui est donc l'artiste qui fait Elio le Fugitif, il n'a jamais été édité en France, donc ça va être la première œuvre avec laquelle on va découvrir son travail. La série est actuellement en cours au Japon, il y a déjà 5 tomes, et si je vous disais que ça se passait donc dans une Espagne du XIVe siècle, sachez qu'il y a un truc qui m'a fait vraiment beaucoup rire dans le résumé, c'est la première phrase, « Libéré de la sordide prison de El Dorado ». Je me suis arrêtée là, j'ai rigolé. Oh, putain. Et pourtant, je suis sûre qu'il n'y a pas d'humour. Je suis sûre que c'est même pas un manga qui est censé être drôle. Mais du coup, juste là, je me suis arrêtée, j'ai fait ok. Il y a un jeu de mots tout de suite, c'est pas possible. Eldorado et Eldorado. Ça me parle tout de suite. Mais en fait, en gros, il y a une histoire de cavale, etc. avec une jeune femme qui s'appelle Lara.
C'est Elio qui va la sauver d'ailleurs, puisqu'il va être dans la prison, donc fameux Eldorado, etc. Donc ça a l'air plutôt pas mal. J'ai hâte de voir du coup le dessin, j'ai hâte de voir comment ça va se passer au niveau des combats, puisqu'a priori il y en aura aussi. C'est la première fois en tout cas, il me semble que cet artiste va du coup s'essayer à un style purement shonen, parce qu'il faisait apparemment, je crois, plutôt du Furio et du sport avant. Donc à voir, je pense que ça peut être... Ça se voit dans les couves. Ah ouais, il y a le... Tu sens le flow, le flow de ses anciens styles. Bah écoute, on verra si il arrive à s'en défaire un petit peu. On délaisse un peu Glénat quelques instants, mais je vous dis, c'est vraiment leur semaine pour parler un petit peu de ce qui se passe du côté d'une licence de chez Pika au Japon. Il se passe quelque chose. Petit Mochi triste, il est nouveau. Il est triste. Ouais, vous avez vu, Parce il est mignon que... ce Mochi. C'est la fin de Hitman au Japon, donc le Hitman de Seokuji qui termine du coup en beaucoup moins de tomes que ce qu'il fait habituellement. Hitman, c'est les coulisses du manga chez Pika. C'est l'histoire d'un jeune éditeur qui est un peu bête, mais qui a la foi, qui a la, tu vois, qui a la... Attention, il peut y avoir des... Non, des coups, ça va. Non, les coups, ça va. Ouvre pas n'importe où. Hein. Ouvre pas n'importe où. Parce que c'est quand même du Seokuji, donc tu as une scène de douche impromptue toutes les 34 pages, précisément. Impromptu, j'adore le impromptu. Parfait. Ah bah, tu tournes une page et hop, scène de douche. Et lui, c'est un éditeur, c'est-à-dire qu'on va un petit peu voir le jump de l'intérieur, alors qu'il va se lancer sa carrière avec une jeune autrice qui est très prometteuse, mais forcément il a beaucoup d'adversaires, hein. Il y a toujours un petit côté shonen très marqué par le niveau de puissance de ses adversaires, hein. Là c'est calculé en nombre de millions de tomes qu'ils ont vendus. Ouais, wow. C'est super. Non mais cette idée elle est géniale, moi je trouve. Bah ouais, c'est plutôt marrant quoi. L'éditeur de Oda, il y en a qui sont sympas. Ah bah, l'éditeur de Demon Slayer, il a... Ah oui, non, c'est lui qui gagne. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas fait les comptes totaux, mais ok. Ouais, non, oui, au final, c'est sûrement celui d'Oda. Mais... Je pense quand même, pour l'instant. Après, dans le récit, il n'y a pas que le nombre de ventes, parce qu'ils expliquent que des fois, il y a des mecs qui ont des grandes ventes, mais ils font quasiment rien. Alors qu'il y en a un, par exemple, qui a pareil, il n'a pas beaucoup de ventes, mais il est en béton. Et en gros, il t'explique, sans trop rentrer dans les détails, mais qu'il prend des jeunes auteurs. Les premières séries qu'ils font avec lui ne marchent jamais, donc les ventes sont pas ouf. Mais la série que l'auteur fait après avec un autre éditeur, elle cartonne tout le temps. Donc, en fait, le mec, il crée des champions, tu vois. Donc en fait, il y a plein de types d'éditeurs différents et ils vont tous se croiser et s'entrecroiser. C'est ça qui est intéressant. On sait combien de tomes fera la série du coup, au final? Oui, 15, je crois. Une quinzaine? C'est pas mal pour un shonen, finalement. Ça dépend de ce que tu entends d'un shonen. Mais après... Oui, mais là, du coup, c'est normalement une comédie romantique. Enfin, c'est au Koji. Oui, en plus, voilà, il faut pas oublier l'aspect comédie romantique. C'est un shonen, il y en a un petit peu moins dans celui-là. Ouais, mais disons, c'est un peu court pour Koji Seo, qui est plus habitué à une vingtaine, voire 25 volumes dans les meilleurs, trucs. Donc là, c'est un manga un peu court. En revanche, j'ai pas du tout les stats. Quelqu'un, je crois, c'est Nico qui demandait s'il avait marché. Je ne sais pas s'il a marché ou pas au Japon. Donc ça peut être aussi prévu comme une histoire un peu plus courte qu'il avait pensé. Hein. Là, vraiment, aucun moyen pour l'instant, c'est difficile à dire si c'est un arrêt ou si c'est prévu comme ça. En tout cas, il y a des gens qui se posent la question de est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais le tenter et tout. Je vois que Thunder, du coup, a les 2 premiers volumes, donc j'imagine qu'il les a lus. Un avis rapide. J'ai pas lu le 2 encore. Un avis rapide sur le démarrage de cette série en France. L'avis que je peux donner, c'est que si vous connaissez pas Koji Seo, je sais pas si c'est la meilleure porte d'entrée parce que c'est pas le truc qui est le plus propre à son univers d'habitude. Mais je sais pas si Alf and Alf c'est aussi la meilleure porte d'entrée, mais Alf and Alf c'est déjà plus son univers et honnêtement Alf and Alf c'est très bien, c'est méga déprime mais c'est très bien. Mais c'est super triste, moi j'étais là. Ah oui. Oui, mais au moins disons que JCO il sait comment gérer les émotions, les sentiments et lui il sait comment ne pas jouer avec... Enfin, il fait du fanservice avec des nichons et les fesses, mais disons qu'il n'y a pas de fanservice avec... je vais garder si des personnages doivent disparaître de l'histoire, c'est pas pour les faire revenir forcément plus tard et ainsi. Enfin, il faut vraiment gérer le background émotionnel. Et pour Hitman, je dirais que justement, si vous connaissez Koji Seo et que vous n'aimez pas, c'est clairement une bonne série pour vous parce que pour l'instant, ça ne ressemble pas trop aux autres de ces séries parce qu'on a mis, comme l'a dit Fumble, plus l'accent sur
va dire, l'action shonen de combat d'éditeur et de manga que la relation entre l'autrice et le tanto et le producteur, en fait, qui, on comprend, va être la relation qui va se développer dans la série. Donc c'est peut-être intéressant parce que ça suit pas exactement la bonne ligne directrice de Koji Seo, ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi la série n'a pas marché au Japon. Parce que là, il y a Lulu Knight qui dit que les ventes ont décliné et que ça fait 13 tomes. Et il est pas vindicatif, mais il met des points, il est ferme, précis, et voilà. Donc je ne sais pas. Très bien. Bah, on va prendre ça comme info. Du coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'arrête. Et là, on va parler un peu de l'inverse, de choses qui commencent, mais du coup, chez nous, pas au Japon. Et c'est toi qui vas nous en parler déjà pour commencer, Thunder, avec cette série. Oui. Eh bien oui, une autre annonce de Glénat qui après... c'était leur semaine, effectivement. Ils annoncent Parasite Reversi, donc ça va trancher, comme j'ai mis en mai 2021. Vous verrez le jeu de mots, parce qu'il y a une lame. Voilà, trancher la lame. On passe. Bien. On passe. Ouais. Bon, stop, c'est horrible. En gros, c'est un nouveau spin-off de la série Parasite de Iwaaki Hitoshi, qui était sorti en 9 volumes chez nous originellement et qui est ressorti dans l'édition originale, qui je pense est le nom de leur Perfect Edition, en 7 volumes chez Glénat. Donc oui. les deux versions se trouvent encore, mais je pense qu'à un moment ils vont passer définitivement sur la Perfect. Et l'année dernière, on avait eu le droit. Tu parles de Néo? C'était en début d'année. En début d'année, on avait le droit à Parasite Néo, qui était une compile de plusieurs histoires qui rendaient hommage à l'univers de Parasite, parce que Parasite, il faut savoir qu'il y a eu un animé dans les années 2010, fin 2010, vers 2015-2017 par là, qui était assez moderne visuellement, mais qui tranchait complètement avec le style du manga, parce que Parasite, ça date de 89-90, l'intrigue originale. C'est vieux, ouais. Et le style est un peu daté. Moi, j'aime beaucoup, mais il faut le dire, c'est d'une époque. L'animé avait justement estompé ça. Je crois qu'il est dispo sur Netflix d'ailleurs. Hein, l'animé, oui, est dispo sur Netflix. Ouais. Effectivement. En fait, donc dans ce spin-off Parasite Néo, ou Néo Parasite, non Parasite Néo, c'était, il y avait une histoire qui était faite par Ota Moare, qui a dû beaucoup plaire, puisque c'est lui qui fait Parasite Reversi, qui est donc une série spin-off qui se passe en même temps que l'intrigue originelle de Parasite. C'est Néo Parasite. Je reviens voilà. dessus. Merci. C'est une intrigue spin-off qui se passe au même moment que l'intrigue de Parasite, donc qui va raconter l'histoire d'un inspecteur de police qui découvre des cadavres tranchés en morceaux et il trouve ça très bizarre et très suspect, donc il va s'intéresser un peu plus près à ce qui se passe, et surtout il y a une espèce d'adolescent un peu mutique qui va interagir avec lui. Donc voilà. Il y a 5 volumes pour l'instant. C'est débuté en 2018 au Japon et c'est toujours en cours. Et j'ai envie de dire, si vous êtes très fan de Parasite, pourquoi ne pas aller dessus? Surtout que visuellement, c'est quand même plutôt joli et que l'auteur de Parasite est quand même sur la série avec lui. Il co-scénarise en fait avec lui, mais c'est Ota Moare qui s'occupe du dessin. Voilà. J'étais en train de checker justement. Ça, c'est du coup le titre qui a été fait par. Moare Ota. Moi, j'attends désespérément un autre Néo Parasite parce qu'en fait, au Japon, il y en a eu d'autres. Il y en a deux. Il y a Néo Parasite Z, c'est ça? Ah, décidément, on vise pas les mêmes trucs. Non, il y a eu Néo Parasite Joshi ou un truc comme ça qui a été fait par des autrices de shoujo. Et il est incroyable. Il est incroyable. Pardon, ça, c'est Joshi. Et je suis quasiment sûre. Non, mais je crois qu'il y a un Z aussi. Il y en avait 3 des néoparasites. Et je te jure, t'es pas dans l'erreur. Et du coup, je suis dégoûtée parce que je pense que Glénat n'a pas l'intention de le sortir en se disant, oh là là, attends, c'est des autrices de shoujo. Oh là, ça va. Il n'y aura pas de public. Alors que moi, je suis au taquet, évidemment. Mais je peux comprendre que ce soit une prise de risque potentielle et donc je vais être obligée d'aller l'acheter au Japon. Je vais rester malheureuse en me disant je comprendrai à moitié les histoires, tant pis. Voilà, pour le meilleur ou pour le pire. C'est un shoujo, il n'y a pas besoin de comprendre, ils vont finir ensemble à la fin. Non, mais justement, non, mais c'était par la main, c'est Migi, donc c'est Migi et... Alors oui, je crois qu'il y a une histoire effectivement comme ça avec Migi, mais non, mais il y avait plein de trucs et c'était pas forcément des trucs genre mignons et cute, au contraire, c'était assez sombre et même un peu fascinant et hypnotisant certaines histoires parce qu'entre autres la couverture avait été faite par Asumi Nakahara, je suis pas sûre de bien prononcer son nom, mais c'est une autrice de Boys Love aussi, puisque donc le Boys Love c'est du shoujo, mais elle c'était incroyable, son style était magnifique et son histoire était vraiment
dans la bonne limite du chelou, tu vois, du chelou un peu tendu et tout. Ah, c'est le genre ah Miggy, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Laisse-toi faire, Shinichi. Mais non, il n'y avait pas de truc comme ça. Tu vois, je comprends pourquoi Glénat l'a pas sorti que j'entends ce genre de remarques. Mais non, c'était vraiment hyper intéressant. Bah, tu sais quoi, je te mettrai un lien vers un site japonais qui propose peut-être 3-4 pages pour que tu te fasses une idée du style. Mais vraiment, Glénat, Néoparasite avec les autrices de shoujo, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, ce n'est pas un shoujo, mais on pourrait penser que oui, parce que pour le pire, c'est un titre qui pourrait être celui d'une belle histoire d'amour. Eh bien non, figurez-vous que pas du tout. C'est le nouveau titre de Taro Nogizaka, qui est vraiment loin d'être un débutant. On le connaît d'ailleurs en France pour plusieurs titres. Il a été le dessinateur de Team Medical Dragon, qui est donc un très grand classique. Et il a été donc le mangaka de La Tour Fantôme, ainsi que le 3e Gédéon, pardon. Alors pour le coup, moi il y a une série qui m'intéressait beaucoup chez lui, c'était La Tour Fantôme, que j'ai du coup pour l'instant encore jamais lu, décidément je suis pleine de regrets, mais j'étais fascinée par son dessin, je le trouvais beau en fait pour un dessinateur homme, parce que souvent c'est des caractéristiques au niveau du trait qu'on retrouve plus souvent chez des autrices. Effectivement. Du coup j'étais vraiment intéressée de voir comment allait être son histoire, et j'ai jamais sauté le cap pour l'instant, mais j'ai pu donc voir qu'il allait sortir une nouvelle série en France le 17 mars chez Glénat, pour le pire, et je me suis dit que peut-être ça pourrait faire plaisir un petit peu à Fumble, qui va se retrouver du coup dans le deuil de Chainsaw Man, parce que c'est pas que c'est Chainsaw Man 2, puisque pas du tout, mais il y a vraiment dans le style un petit quelque chose Chainsaw Manesque, j'ai envie de dire. Il y a une vidéo qui a été faite par l'éditeur pour présenter l'œuvre, etc., etc. Je pense qu'on peut la diffuser, elle est pas trop violente, mais elle est pas rassurante. Je vous explique un peu l'histoire, donc je vous fais le résumé. Le clown de Shinagawa, et en fait c'est une femme, ça avait défrayé la chronique, le clown a été arrêté, mais en fait c'est pas un mec, c'est une meuf, c'est une tueuse, et c'est elle qui commettait des tonnes et des tonnes de crimes avec un costume de clown, donc c'est assez horrible. Et en fait, notre héros qui s'appelle Arata, en fait il est assistant social, et en fait il veut aider tout simplement une de ses victimes, qui donc veut retrouver la tête de son père, puisqu'en fait du coup le clown découpait les cadavres et cachait des endroits un petit peu partout. Et donc ce qui va se passer, c'est que pour lui, du coup ça va être rencontrer cette jeune femme. Ça va être une grande surprise pour lui de se rendre compte qu'elle est genre en fait plutôt fragile, plutôt elle est toute menue, toute petite et tout. Il va se retrouver face à quelqu'un. En fait c'est son impression première, c'est sa première impression quand il la rencontre, et il va se dire mais c'est bizarre, comment c'est possible que ce soit une meurtrière et surtout aussi sanguinaire. Et en fait en la côtoyant, il va se rendre compte que effectivement elle n'est pas aussi douce et pure qu'il se l'imagine, et surtout, pour pouvoir la manipuler en quelque sorte, il lui fait le jeu de « je suis amoureux de toi » et ils vont décider de se marier. Et elle, en fait, elle est à mi-chemin entre, tu vois, je craque pour lui et je suis d'accord avec lui, etc. Oui, marions-nous. Et en même temps, elle a quand même un esprit très trouble, tu vois. Elle peut avoir des sautes d'humeur, elle est contente, elle n'est pas contente. Donc, c'est vachement dangereux pour lui. Comment ? Tu disais pardon, j'ai pas entendu. Une femme, quoi. Oh putain, salaud. J'avais pas entendu. Ouais, j'avais pas entendu non plus. Ouais, on va ignorer cette remarque. C'était le cri du Mochi 5. Allez, au revoir les gens, au revoir Fumble. Oh my god. Oh mon dieu. On va faire comme s'il avait rien dit, parce qu'en fait, on va pas lancer un débat là-dessus. On a l'intention de continuer les news, n'est-ce pas ? Oui, il faut continuer. Voilà, on va pas débattre sur le fait qu'il vient de dire absolument n'importe quoi, puisqu'évidemment, je me désolidarise de cette dernière phrase, intégralement. Ah, mais je me désolidarise aussi. En revanche, moi, je me solidarise à ce manga qui a l'air très sympa. Ah, mais moi, il m'intrigue de ouf, parce qu'effectivement, j'ai presque peur de le lire. Je trouve ça assez intéressant de me dire qu'on en est à un point où je peux avoir peur, et il me semble pas que ce soit aussi effrayant ce qu'il faisait avant. À la limite, la Tour Fantôme, ça avait l'air d'être un peu, tu vois, en mode suspense avec des trucs un peu paranormaux, mais là c'est la folie de l'humain, et c'est des trucs qui me fascinent pas mal. Est-ce qu'on est dans un truc plus calme et détendu avec toi, Fumble, avec Terrarium, où il y a a priori des femmes mais qui ne se comportent pas comme ça? Calme et très détendu, puisque c'est une fin du monde mélancolique. Et moi, quand j'ai une fin du monde mélancolique, je signe tout de suite.
Ça s'appelle Terrarium. Ça sortira le 2 juin 2021. C'est une série en 4 tomes. Là, j'ai les 3 premiers en visuel qui sont avec des couvertures absolument magnifiques. J'avoue, c'est joli, c'est vrai. Voilà, ça parle de deux personnages, qui est Chico, une technologue d'investigation, et son petit frère Pino qui se balade dans ces décors et rencontre un peu les robots qui continuent à effectuer leurs tâches, même s'il n'y a plus d'humains aux alentours. Et il les aide, ces deux personnages les aident à finir leur vie, à terminer leur dernier souhait. Et avec tout ça, une vraie fin du monde qui approche apparemment d'heure en heure, c'est ce qui est dit le pitch, avec les thèmes, les questionnements, genre combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs? Apparemment, pour cela, c'est trop tard, en tout cas dans l'histoire. Mais voilà, c'est ce qu'ils appellent une aventure SF crépusculaire. J'en connais quelques-unes aussi qui m'ont bien marqué, donc celle-là m'intéresse au plus haut point. Le crépuscule, voilà. Ça a l'air d'être vraiment ta tendance, hein, je constate. Ouais. le crépuscule, la mélancolie, la beauté de l'impermanence. C'est ça, la beauté de l'impermanence. C'est une philosophie japonaise. Mais écoutez, je pense qu'on va pas retrouver ça du tout dans la news d'après. Hein. C'était l'instant détente, malgré la glissade de ce cher Fumble quelques instants auparavant. Mais là c'était doux, c'était agréable. Mais là, là on n'est pas content avec Thunder parce que le plagiat, c'est moche. Déjà, Tokyo Babylon 2021, c'est un peu moche, mais en plus, le plagiat de costume pour l'animé Tokyo Babylon 2021, c'est très moche. On va rappeler les faits. Déjà, c'est en gros, il y a eu ces visuels de présentation pour l'animé qui est en cours de fabrication par le studio Godend. Donc de Tokyo Babylon 2021, qui est une espèce de reboot de Tokyo Babylon, le manga des Clamps. Et après la diffusion de ces visuels, il y a eu des petites plaintes pour atteinte aux droits d'auteur qui ont été signalées. Donc il y a eu un message d'excuse de la production sur le site. Et effectivement, donc c'est ces deux designs-là qui ont été mis en cause. On ne sait pas s'il y en a plus. En tout cas, il y a eu 2 designs qui ont été volés, donc utilisés dans cette promotion. Ils ont été enlevés de toutes les sources de la production. Et la production a annoncé que les designs allaient être changés et ne seraient bien sûr pas utilisés du tout dans l'animé, en s'excusant platement. Putain, ils ont vraiment merdé, quoi. Oh là là. Voilà. Alors, il faut savoir du coup que pour ceux qui ne connaissent pas Tokyo Babylon, les 2 personnages que vous voyez là sont un frère et une sœur jumelle, enfin un jumeau. Donc c'est Subaru et Okuto, et donc Okuto que vous avez avec sa robe en rose là, eh bien c'est d'après ce que disait, alors j'ai trouvé la news via Anime News Network, donc je me suis permis de reprendre ce qu'ils avaient trouvé comme info dessus. C'était une photo promotionnelle, la photo que vous voyez, du groupe de K-pop Red Velvet par l'artiste Yeri. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez visuel. L'autre est quand même plus subtil. Je suis quand même assez impressionné que quelqu'un ait trouvé que c'était une source de plagiat. C'est le vêtement de Subaru, lui, c'est un costume d'Onmyonji qui provient d'une poupée Volks, les fameuses poupées japonaises assez détaillées au niveau visage avec les beaux cheveux, les beaux vêtements. Et bah c'est un vêtement de poupée Volks qui daterait de 2017. Donc voilà. Que dire que ça ne sent toujours pas très bon pour cet animé. Moi, je trouve ça fou quand même de faire des erreurs aussi graves, entre guillemets, parce que aujourd'hui, tu sais, Internet, ça date pas d'hier, tu vois. On peut trouver maintenant quand les gens font ça. La production a dit plus exactement... on n'a pas assez checké en fait le copyright sur ces vêtements-là. En fait, on n'avait pas assez checké ce qui était ou pas, parce qu'il y a des choses qui sont dans le domaine public sur Internet dont tu peux t'inspirer et même tu peux prendre les droits en amont. Là, ça n'aurait pas été fait, ça n'aurait pas été assez checké. Donc le vrai souci n'est pas le fait qu'ils aient repris un costume existant, c'est qu'ils n'aient pas du tout fait attention à si c'était protégé ou pas par des copyrights et des droits d'auteur en fait. C'est plus ça qui est problématique. Est-ce que ça fait une raison en moins de regarder cet animé? Non, parce qu'il n'y en avait pas spécialement à la base. Donc, oh my god. Oh, c'est salé. Mais t'as pris une salière. Non, faut pas refaire Tokyo Babylon déjà. Bon, alors là, je suis très content qu'on y ait cette news pour pouvoir le dire, parce que ça a été... on en a parlé à un moment. Ouais. Et je crois dans le Cri du Mochi 2 ou 3, je crois, ça avait été... C'est possible, ouais.
Et puis il y a eu le trailer, et Ouais, tout le il y avait eu le monde trailer, tout à fait. Et je trouve ça nul, vraiment. Et pas nul dans le sens, c'est même pas un truc de vieux fan aigri qu'on refasse sa série, parce que dans l'absolu, pourquoi pas. Mais mon vrai souci, c'est que Tokyo Babylon, j'ai pas de problème avec le fait que la série soit refaite. Ce qui me pose vrai souci, c'est qu'elle soit refaite en 2021, parce que pour moi, Tokyo Babylon, c'est une série dont toute l'intrigue marche parce qu'elle se passe à la fin des années 80, enfin dans les années 90, et qu'on arrive à la fin du siècle en fait. Est-ce que c'est possible qu'il y ait moyen scénaristiquement qu'ils aient trouvé un truc? Parce que par exemple, comment ça s'appelle, Promise Neverland, le film live, ils ont modifié le scénario, tu vois, les gens ils étaient là en mode mais attends, ils ont pas 11 ans là, les gens. Non, ils ont pas 11 ans, ils ont changé le scénario pour qu'ils en aient 16. Ils ont modifié le truc, mais... Peut-être, moi, bon, là, c'est pas vraiment la même chose parce que c'est plus comment s'adapter par rapport à la production. Là, il y a vraiment ce truc de si tu refais Tokyo Babylon, tu veux le faire pour qui? Tu veux parler à qui? Parce que là, clairement, tu veux parler aux fans des clans, parce que je pense que les plus jeunes ne connaissent pas trop Tokyo Babylon. C'est une série je sais même pas si elle est dispo encore en France. J'avoue, je comprends pas à qui s'adresse Tokyo Babylon 2021. J'avoue, je ne sais pas. Parce que c'est évident que la plupart des gens vont pas être contents. Parce que moi, de tous les gens qui connaissaient l'animé d'origine et donc l'histoire d'origine, c'est quasiment, tu sais, c'est un full pas content, franchement. Donc, disons que ça essaye de jouer sur, je pense, une base de fanservice, mais pour moi, je pense déjà qu'ils n'ont pas compris ce que racontait l'intrigue principale. Alors oui, tu peux changer l'intrigue principale et tu peux changer les raisons de pourquoi c'était pertinent que ça se passe à la fin des années 90, mais à ce moment-là, tu refais pas Tokyo Babylon, en fait, tu fais un truc similaire. Ouais, non, j'avoue, je sais pas trop. C'est toujours pour moi la vraie limite avec les remakes, les adaptations. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais à ce moment-là, il faut être très pertinent. Et je pense que tout, malheureusement, ne peut pas être refait. C'est une discussion que j'avais eue en privé avec, entre autres, Prof Isekai, quand on en avait parlé, justement, des œuvres. Et je pense que tout peut pas être remaké. Parce que y a des contextes, en fait. Et c'est pas grave. C'est pas grave, tout n'est pas universel. Et on peut laisser les Clamps et Tokyo Babylon tranquille. On n'est pas obligé d'y retoucher et de le faire passer en 2021. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais... Est-ce que ça rentre dans le cadre du shoujo? C'est un shoujo, hein, il est classé shoujo, il était sorti dans un magazine shoujo. Je me souviens plus, je peux chercher ça. Je sais que finalement, il y a plein de choses, je pensais que c'était des shoujo, et en fait, ça l'était pas forcément, en fait, par rapport au magazine de prépublication dans lequel il a été édité, j'ai fait « Ah ouais, en fait, c'est un seinen !» Il y a plein de titres comme ça qui m'ont beaucoup surprise, surtout sur les anciens titres, hein, sur les titres nostalgie, j'ai envie de dire, parce que du coup, je vais vous parler d'une pionnière du shoujo. Et là, la nouvelle n'est pas réjouissante, malheureusement. Il s'agit de Eiko Hanamura, donc tous les sites de news en ont parlé cette semaine d'ailleurs, alors que bien évidemment, il n'y a aucun titre de cet artiste qui a été édité en France, mais malgré tout, il faut lui rendre hommage, c'est vraiment hyper important, puisque comme je vous le dis, en fait, c'est vraiment une des pionnières du shoujo. Elle a commencé sa carrière en 1959, et quelque part, finalement, si le shoujo existe tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à elle, pas que, bien évidemment, mais elle a clairement sa part de responsabilité dans tout ça. Elle a été extrêmement prolifique, elle a fait énormément de séries, de one-shot et surtout aussi beaucoup d'illustrations qui ont servi à toute fin pour de la pub ou d'autres choses. Elle a fait vraiment beaucoup. Vous voyez ce style que je vous montre à l'écran, c'est son style caractéristique et on le retrouve, vous l'avez forcément peut-être déjà vu passer à plein d'endroits. C'est le plus pur style shoujo qui date du coup d'une certaine époque. Et en fait, elle a entre guillemets, j'ai envie de dire, un peu toujours été là, quelque part, dans l'univers de l'art, dans l'univers du manga, de l'édition. Elle est toujours dans les parages et entre autres, elle a été membre de l'Association nationale des beaux-arts au Japon, ce qui lui a permis d'ailleurs de venir en France à plusieurs occasions pour du coup le Salon des beaux-arts. C'est un salon apparemment qu'il y a chez nous et du coup elle était venue donc déjà plusieurs fois et du coup c'est triste de voir qu'elle nous a quittés à l'âge de 91 ans mais nous n'oublierons pas du coup ce qu'elle nous a apporté et on pense bien évidemment à tous ses proches, à tous ses fans et à tous ses lecteurs qui pour le coup eux sont au Japon principalement. J'imagine que vous non plus vous ne la connaissiez pas forcément. Pas spécialement, je connais son style. Dessins, ouais, voilà, moi les dessins visuellement j'en avais déjà vu, ça a été déjà passé dans des magazines un peu pas de mode, mais tous ces trucs un peu esthétiques, quand tu veux représenter une forme du shoujo manga d'une certaine époque, elle apparaît souvent, avec quelques dessins. Tout à fait. Mais effectivement, non, vu qu'en plus aucune œuvre n'est sortie en France, ça va être compliqué de la lire légalement en tout cas. Avant que tu passes à une autre news, je te dis juste, c'était publié dans le magazine Wings Tokyo Babylon, donc qui était un magazine pour les jeunes filles entre 16 et 20 ans, il y a marqué. Donc c'est plutôt du shoujo dans l'idée.
Donc je suis sûre que potentiellement, Eiko Hanamura a été une des inspiratrices du studio Clamp à un certain niveau. Ça, je pense peut-être, oui. Vu l'âge des gens de Clamp, je pense que oui. en toute logique, ça devrait être ça. Alors attention, parce que là... Je n'entends pas. Comment t'as dit quoi? T'es pas d'accord? Je n'entends pas. Les Clamp sont immortels. Arrête. Mais j'ai pas dit qu'elles allaient mourir. J'ai dit qu'elles étaient un peu plus âgées que toi et moi. Et que du coup, elles ont peut-être été bercées par les œuvres de Eiko Hanamura. Tout simplement, c'est tout. Voyons, ne va pas tirer trop loin mes propos, là. Garde-les tels qu'ils sont. Donc là, on va faire un grand écart, hein, du coup, puisqu'on parle de shoujo qui date d'une certaine époque. Et là, on va parler de la tendance du moment. C'est ton style préféré, Thunder, arrête de nous le cacher. Je parle bien évidemment de Isekai. Et c'est Fumble qui va nous en parler, t'inquiète pas, Thunder. Tu as juste à observer. Le trailer de Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation. Mais alors là, si tu parles d'Isekai, on est quasiment dans la préhistoire dans la petite histoire de l'Isekai, parce qu'on retourne en 2012 là pour Mushoku Tensei, quand il est sorti en roman, en tout cas, parce qu'au début c'est un roman web. Ouais. Après il y a eu un light novel, après il y a eu un manga en 2014 qui est arrivé chez Doki Doki. Ouais. Et on n'avait pas eu d'animé apparemment encore. Et du coup, il arrive maintenant en 2021 sur Wakanim d'ailleurs, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Oui, alors je sais pas pourquoi j'ai pas mis leur logo d'ailleurs, c'est une erreur. J'aurais dû rajouter le logo quelque part, mais je suis quasiment sûre que c'est chez eux aussi. Ouais. Il me semble que c'est chez eux. Oui, c'est chez Wakanim, il vient d'être annoncé, donc ça va être pour très bientôt. C'est du pur isekai, hein. C'est l'ancien isekai, enfin qu'on retrouve encore maintenant, mais maintenant c'est énormément diversifié avec beaucoup de possibilités entre l'ancien monde, le nouveau monde et ce que va devenir le héros. Là, c'est le vieux loser japonais qui meurt et qui se réincarne en jeune garçon dans un monde magique et il va tout maîtriser la magie et il va avoir toutes les filles. Voilà, donc c'est la base. Quand t'as un mec, t'as tous les cheat codes, c'est incroyable quand même. C'est ça, c'est fou. Hein. Et voilà, et donc au moins le trailer en voit pas mal, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent si ça va continuer avec le premier épisode et la suite. Parce qu'on a le studio Bind à la réalisation, un studio Bind qui est en fait un nouveau studio qui est fait avec des personnes de White Fox. Donc White Fox c'est pas mal, c'est Koshiro, c'est la dernière saison de Zero, c'était Goblin Slayer et pas mal de trucs qui s'est associé à Egg Firm qui est une société de production, donc eux ils filent le blé, donc ils ont probablement de l'argent. Est-ce qu'ils ont tous les talents? Ça c'est pas tout à fait certain, on verra ce que ça donne. On a la réalisation par exemple Manabu Okamoto qui n'a fait en réalisateur que Gamers. Ah oui, Gamers, ouais. Il a fait si j'ai pas souvenir qu'il était mal fait d'ailleurs, hein. Je pense qu'il était plutôt coloré, il était bien réalisé, si je me souviens bien. Et il a fait des épisodes sinon, ici et là, de ReZero, de Darling Franks. Enfin, il a un CV, mais pas en tant que réalisateur. Donc, on va voir ce que ça donne, parce que c'est quand même une super licence. Enfin, c'est une grosse licence, elle est très connue. Est-ce que c'est un bon isekai? Parce que, alors, c'est quoi un bon isekai? C'est quoi un bon isekai? Je suis d'accord. Non, disons que beaucoup de gens me disent Mushoku Tensei, c'est vraiment bien. Mais du coup, est-ce qu'il a un petit truc en plus à part? Je pourrais pas te dire parce que je ne l'ai pas vu. C'est spoilant, d'accord. Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. J'ai vu un petit peu le spin-off, un spin-off qui est sorti chez Doki Doki aussi. Mais le manga de base, je ne l'ai pas lu. Et il y a Tank 8 qui demande ce qu'on pense de Yojo Senki comme isekai. Moi, je peux juste dire Yojo Senki, il me semble, c'est Tanya de Evil. Et si c'est bien Tanya de Evil, pour moi, c'est un des rares vraiment bons isekai qui est vraiment malin et qui est vraiment bien écrit. C'est chez Crunchy l'animé, il me semble, c'est ça. Tout à fait. Et le manga est chez Delcourt Tonkam.
J'aime bien, oui, Tanya, sauf que ça se perd un petit peu. C'est-à-dire que le principe de base du mec qui se confronte à une divinité et confronte sa philosophie à la sienne est intéressante, mais tu le vois, cette confrontation, qu'une fois toutes les 36 du mois, en fait. Le reste, c'est effectivement, mais après, bon, tu vois son parcours, comment est-ce qu'il va arriver à driver ses équipes comme un bon RH, tu vois, donc ça reste toujours intéressant dans le concept, quoi. C'est vrai. En tout le cas, truc est en tout cas vachement bien. Pour revenir au sujet initial qui est donc Mushoku Tensei, juste moi aussi je rajoute ma pierre à l'édifice, j'ai pas lu, mais oh putain, mais j'ai cru. Bah, à la base non, mais à la base, moi je suis pas isekai, mais à chaque fois que je lis un isekai, je suis en méga kiff. Donc je vais commencer par me dire que j'adore ça. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup les isekai. Donc Mushoku Tensei, clairement en janvier, j'ai très envie de le voir, mais j'avoue que j'ai été fascinée par la beauté du trailer et je sais pas s'ils ont mis toute leur thune dedans. Mais le trailer, il t'en jette, quoi. C'est hallucinant. Mais quand tu connais pas, tu dis non, mais c'est pas un épisode fait comme ça de semaine en semaine. C'est pas pareil. Dans le trailer, franchement, moi, il me vend. Par contre, j'étais un peu moins dans la hype avec le trailer de... Je sais pas le prononcer, donc je vais te laisser le prononcer, s'il te plaît, Thunder. Oh, pas exagérer, c'est le... Non, SSSS Dynazenon. Oui, le SSSS Dynazenon. Ah, j'ai peut-être mis un S de trop. Non, je crois qu'il y en a 4. Il me semble qu'il y en a 4. Je crois qu'il y en a 4. Ouais, mais j'en ai dit 5. Donc, SSSS Dynazenon, c'est le premier trailer qui a été diffusé encore une fois au Tokyo Comic Con 2020 qui a été mis en ligne. Ouais. C'est la suite de SSSS Gridman qui est sorti en 2018, qui est une collaboration entre Tsuburuya Production et je pense que les fans l'ont reconnu assez vite, le studio Trigger. Attends, mais j'adore Trigger pourtant. Qu'est-ce qui se passe, Caro? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que peut-être que tu n'aimes pas, c'est le fait que en fait, Gridman, le projet Gridman, c'est basé sur en fait une série de tokusatsu des années 90 qui s'appelait Denko Shojin Gridman ou Gridman de Hyper Agent en anglais, qui n'est jamais sorti en France. Et ils ont eu l'idée de faire, il y a en 2018, un projet, quand ils ont fait les annonces pour, entre autres, Promare, il y a eu l'annonce de SSSS Gridman, qui se voulait non pas comme un reboot, mais plus comme une nouvelle histoire dans l'univers de Gridman, sachant qu'ils avaient fait en sorte de faire, donc, on le voit, du mecha, du toku, ils voulaient respecter les règles du toku le plus possible. Le tokusatsu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le genre à quel appartient les Sentai, les Power Rangers, donc, et les Kamen Rider, donc le genre de mec en costard lycra avec... Ultraman aussi, non? Ultraman aussi, hein, ça fait partie du tokusatsu world. Et même si tu vas très loin dans le concept tokusatsu, Godzilla aussi, enfin tous les kaiju Aiga, tous les films de monstres sont des tokusatsu. Ça vient aussi dedans, oui, totalement. Donc c'est vraiment un genre un peu à part dans la production japonaise, il faut aimer. Moi j'aime beaucoup personnellement. J'avais pas regardé Greenman du tout en revanche, tu vois, effectivement je suis passé à côté. Et cette série, donc, ça serait une suite, peut-être pas une suite directe, il n'y a pas d'infos pour l'instant, on sait juste que le sous-titre de SSSS Dynazenon, c'est Gridman Universe, donc vraiment, ça se veut dans un univers étendu de Gridman. Et petit truc que j'ai découvert qui était quand même rigolo, le Gridman dans la série originale de 94, dans le tokusatsu, je crois que il y avait une voix, c'était une espèce de robot qui avait une voix en fait, et le seiyuu de cette voix était revenu faire Gridman dans l'animé. Donc voilà, ils avaient quand même fait un petit lien un peu sympa entre les deux séries, même s'ils disent qu'il n'y a pas de vrai lien entre les deux histoires. Le perso de Gridman avait retrouvé sa voix 20 ans après, quoi. Et donc, a priori, vu que SSS Gridman, c'était sur Waka, on peut s'imaginer que ça va aller sur Waka. Exactement. Même si ça n'a pas été annoncé encore, je crois. Mais on peut supposer, voilà. Pas du tout. On peut tranquillement supposer. Écoutez, moi aussi, je vais vous parler d'animé, mais pas forcément les mêmes trucs. Et moi, j'ai pas de trailer d'animé. Mais Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru, c'est incroyable. Parce que figurez-vous que c'est un titre alors qui est publié. Il est prépublié dans un magazine Boys Love, mais, un truc hallucinant, il n'est pas brandé tant que ça Boys Love en fait. On met pas en avant le fait que c'est un Boys Love et c'est peut-être ce côté un peu hybride qui fait que son succès peut aller au-delà, on va dire, de la bulle Boys Love, même ne serait-ce qu'au Japon, puisque c'est pas non plus tous les titres
prépubliés dans un Boys Love qui vont avoir la possibilité d'avoir un film live, puisque du coup c'est cette année, je crois en début d'année, ou il n'y a pas très longtemps en tout cas, on a eu l'annonce comme quoi Sankaku Mado no Stogawa wa Yoru allait avoir un film live pour 2021. Donc peut-être même si c'était avant mais que ça a été décalé, mais en tout cas il sortira le 22 janvier. Et donc je vous ai mis la petite affiche à droite, je vous ai mis la cover du tome 1, la cover du tome 8, mais pour moi c'est une énigme, parce que ce titre déjà n'est pas publié chez nous, j'en avais du coup quasiment pas du tout entendu parler, et l'autrice pour le coup qui s'appelle Tomoko Yamashita, qui est genre hyper prolifique, elle fait du shoujo à la base, mais genre des shoujo, genre mais ils iraient tellement bien dans la collection live de Kana, mais vraiment tu vois, je dis mais la collection est faite pour cet artiste. Et du coup, il y a rien du tout de Tomoko qui est édité chez nous. Donc, je lance un petit appel à Kana. Si jamais, écoutez, vous cherchez des artistes pour live, je pense... Mais t'as déjà eu la sueur et le savon, Caro, arrête. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Mais en tout cas, je suis extrêmement intriguée par cette histoire parce que elle marche. Elle marche, et pourtant quand je regarde le truc je me dis mais elle a quoi de plus par rapport aux autres, donc je suis assez intriguée, je ne vous le cache pas. Alors je vous mets vite fait un peu le trailer et je vous raconte un petit peu de quoi ça parle, parce que Sankaku Mado no Stogawa wa Yoru, en gros ça parle d'un libraire. Un libraire qui s'appelle Sankaku apparemment en plus, et du coup en fait il a une capacité un peu particulière, c'est qu'il peut sentir, il peut voir les esprits, les fantômes, etc. Un truc qu'à la base il aime pas du tout, tu vois, ça m'a rappelé un peu Mieluko-chan, voilà, le manga préféré de Fumble en ce moment, car du coup c'est pareil, tu vois, elle fait genre elle les voit pas, et lui c'est pareil, il fait genre il les voit pas, mais en fait il flippe sa race à l'intérieur. Un jour il rencontre un exorciste ultra giga méga ultra puissant, il a même pas peur de la mort, il a pas peur, il a peur de rien, tu vois, et du coup en fait ensemble ils vont un peu par la force des choses se mettre à résoudre c'est pas vraiment des enquêtes, mais en tout cas des mystères, voilà, des mystères qui vont se profiler à l'horizon, et en fait ils découvrent qu'ensemble ils font une super bonne combinaison, parce que comme l'un des deux en fait est genre super sensible aux esprits, bah a priori il les attire ou un truc comme ça, et du coup l'autre avec ses super pouvoirs d'exorciste il gère la situation, et a priori pour que ça fonctionne bien il faut être un peu tactile, voilà, c'est un peu le plot, mais vous voyez bien dans le... Non mais alors quand je dis tactile, c'est genre il doit lui presser très fort la poitrine, voilà, il doit le tenir là comme ça, et il doit presser fort, et en fait ça fait sortir l'esprit ou un truc comme ça. Enfin j'ai pas le détail exactement de comment ça, quel est le process exactement, mais je me suis dit en plus je comprends tout à fait pourquoi le Japon finalement s'est dit mais tout à fait, hein, regarde on va sortir des films et tout, c'est totalement réalisable dans la réalité, tu vois, il n'y a pas de scène de cul, il n'y a pas de... En tout cas a priori il n'y a pas, ce qui est très surprenant pour un truc édité chez B-Boy, parce que B-Boy je les ai pas connus pour le côté sobre, tu vois, des situations. Il y en a peut-être pas pour l'instant. Peut-être qu'à un moment, le tactile va devoir aller plus loin, tu sais pas. Alors, sache que du coup, si un animé vient d'être annoncé, c'est parce que la série se termine, et a priori, il n'y a quand même pas eu de trucs particulièrement très osés. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que juste ces illustrations ne sont jamais arrivées devant mes yeux, et c'est très possible que ce soit aussi le cas. Mais donc sachez que donc cette histoire qui a débuté quand même en 2013 va s'achever dans le B-Boy Magazine qui sortira au mois de janvier 2021. Actuellement il y a 9 volumes qui sont sortis au Japon, et je ne sais pas du coup en combien ça pourrait se terminer, peut-être 10 volumes ou peut-être 11, mais en tout cas le rythme de parution effectivement des séries de Boys Love est beaucoup plus lent que d'autres, parce que souvent, je vous l'ai dit, les artistes sont sur d'autres créneaux, ils ne peuvent pas tous faire que du boys love, ils sont obligés de faire des trucs plus classiques. Je sais qu'elle par exemple, elle est actuellement sur un shoujo aussi dans un autre magazine, donc voilà, elle bosse dur, hein, très clairement, et je pense que c'est une consécration incroyable de voir ce titre du coup voilà se terminer en un nombre assez conséquent de tomes. Et pourquoi il n'y a toujours aucun éditeur dessus chez nous? Enfin, moi, je suis hyper intriguée. J'aimerais le découvrir et en comprenant tout, parce que j'ai pas l'impression que c'est le genre de truc un peu facile, tu vois. J'aimerais bien le lire en français. Voilà, c'est plein d'appels ce soir. C'est bourré d'appels. Mais est-ce que ça, par exemple, ça vous intrigue, ou vous vous dites, oh là là, non, ça va? Ouais, moi, le pitch pas. me l'air un peu classique. Je connais C'est pas ça, mal ouais. le duo où l'un attire les yokai et l'autre les exorcistes. Je l'ai déjà vu quand même pas mal de fois. C'est plus ça, en fait. Je suis plus intrigué pour voir qu'est-ce qu'il aurait de différent pour avoir marché au Japon. Parce que même si c'est pas la même finalité, tu prends Mob Psycho 100, c'est un peu ça, quoi.
c'est pareil, comme dit Fumble, c'est des duos de personnages. Putain, j'avais pas fait le rapport, mais vous venez de m'enchanter ma soirée. Mais un rapport avec Mob Psycho, mais évidemment. Mais évidemment, j'adore Mob Psycho. Bah, voilà. On va commencer à shipper Mob Psycho. Mais après, j'ai déjà des doujinshi. Après oui, pourquoi pas. Faut juste voir un peu plus, quoi. Tu vois, peut-être l'animé donnerait un peu de. En fait, c'est juste, je comprends pas pourquoi c'est dans un magazine Boys Love et qu'est-ce que ça a de plus. C'est vraiment plus ça que je me pose comme question. Je pense qu'en vrai, ils vont peut-être finir par tomber un peu amoureux, tu vois, un peu comme finalement Oui, Yuri on Ice, tu vois, c'était pas l'intrigue de départ, hein, qu'il y ait deux mecs qui tombent amoureux. Ce spoiler. Ouais, ce que j'allais dire, De quoi j'ai spoilé qui, Yuri on Ice ou j'ai spoilé Sankaku J'ai spoilé Yuri on Ice peut-être. Bah quand même, c'est vendu comme la romance, enfin un des premiers animés qui... Si. C'était pas vendu comme ça. Non, je parle pas de la communication officielle. Je parle de la communauté des fans. Je parle de la communauté des fans. Les fans, si t'écoutes les fans, ils cheapent tout le monde, donc ça veut rien dire. J'écoute pas les fans sur savoir ce qui est cheapable ou pas. Hein, ouais. Mais du coup, je me dis que peut-être la raison pour laquelle c'est classé BL, c'est que à un moment donné, il y a une relation amoureuse qui se met en place. Et quelque part, du coup, je l'espère un peu aussi, mais nous verrons bien. J'aimerais bien très bientôt vous annoncer que ça arrive chez nous. J'annonce quand même qu'il y a au moins 3 personnes qui disent Quoi tu me suis fait spoiler, je savais pas. Mais non. Mais si. Mais non. Non, mais il joue le jeu, c'est pas possible. Non, bah attends, mais quand même. Non. Mais Yuri on Ice, c'est... Mais je l'ai dit la semaine dernière, et j'en ai parlé en plus du trailer, et j'ai tout dit, et personne n'était choqué. C'est une blague, Non, vous vous foutez de ma gueule, là. Non, mais non, là, c'est du foutage de gueule. Non. Mais c'est pas un spoil. Il y a peut-être Vic la Terror de se foutre de ta gueule, mais c'est le seul. Je pense que les autres sont un peu plus sérieux. Tu vois, Dedette Sama aussi plaisante. C'est à cause de toi, ça. C'est à cause de toi. Ils se sont dit, oh, on peut taquiner. Voilà, arrêtez. Oh, mais non, mais Bad Stref. Kawaii Neko, occupe-toi de Bad Stref, s'il te plaît. Voilà. En revanche, moi, j'avais pas fini l'animé, je savais pas qu'ils finissaient ensemble, mais c'est pas grave. Bah, j'ai pas dit qu'ils finissaient ensemble. Si, t'as dit ça tout à l'heure. J'ai dit tombe amoureux. J'ai pas dit qu'ils finissent ensemble. T'as dit il pourrait y avoir un rapprochement entre eux, comme dans Yuri on Ice. Donc le rapprochement, je me doute de quelle nature il est. Non. Non. Je te spoil Strek en te disant ça, mais je pense que tu te fais des idées. Très bien. Ah bah alors. T'en as à quel épisode? J'en étais au 5 à l'époque, je crois. Faudrait que je reprenne. Ah, faut absolument reprendre. Mais c'est pas ce que tu t'imagines, parce qu'au contraire, justement, c'est des débats. Yuri on Ice, c'est que des débats. T'as le clan de mais bien sûr que si, et t'as les clans de mais pas du tout, mais n'importe. Mais moi aussi, je suis comme ça avec mes amis. Tu fais oh, ok. Donc j'appelle ça un peu de la mauvaise foi, mais du coup, j'ai un souvenir qu'il lui tâtait les bourrelets. Je fais pas ça à mes potes, un perso, mais. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça aussi. Oui, Yuri, quand il est un peu grassouille, on lui tatouille les bourrelets, je me souviens. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui est pas mal. Il se roule des patins. C'est pas mal. La transition est parfaite. T'es sûr de toi là? Parce que je non, suis pas sûre que... Non. J'ai vu que ce soir, c'est l'émission des transitions qui marchent pas. Je me suis dit, je peux le tenter. Non, je vois pas la relation. Je sais pas comment introduire Beastars. Alors, on va juste dire qu'on va parler de Beastars et du nouveau trailer. Voilà, lance le nouveau trailer de Beastars. Bah oui, le nouveau trailer avec des nouvelles images pour la saison 2 qui arrive bientôt sur Netflix au Japon. C'est-à-dire que pour nous, il va falloir encore attendre quelques mois, ça on le sait maintenant. Et ce trailer a fait un peu parler de lui parce que c'est le fameux trailer où on découvre la chanson de l'opening. Qui n'est pas au goût de ceux qui aimaient bien le groupe d'avant et qui pleurent parce que c'est des pleureuses. C'est vrai. Il y en a marre des pleureuses. Entre Très bien. Allez. Waouh. Donc la chanson, c'est un duo qui s'appelle Yoasobi. Voilà. Et la chanson s'appelle Keibutsu. Et il faut savoir que l'histoire de la chanson, les paroles de la chanson ont été écrites par Paru Itagaki, donc, qui est l'autrice de Beastars, donc qui a créé une petite histoire pour l'opening de la saison 2, qui est chanté donc par ce duo.
Donc je comprends que les gens adorent Wild Side de Ali, que c'était super jazzy, que c'était fun, que ça bougeait bien. Et ils reviendront peut-être pour la saison 3. Voilà, qu'ils reviennent. Ouais, peut-être qu'ils sont sur l'ending aussi. On changer quoi. Ah, l'ending, on sait pas, ouais. J'ai pas regardé qui faisait l'ending. J'ai pas regardé non plus. En plus, voilà. Gueuler sur un truc alors que c'est offert, écrit par l'autrice pour avoir une chanson originale, je trouve ça un petit peu limite. Ouais, surtout qu'on l'entend donc dans le trailer et honnêtement, elle est somptueuse quoi. Je sais que Caro est très bien. Et moi j'étais je la veux là. En fait, j'aimerais bien l'avoir tout de suite. Donc, la chanson est très très bien. En plus, je trouve que c'est très légèrement différent de ce que fait YOASOBI, enfin genre très très légèrement. Hein. Et du coup, je me dis cette petite différence, c'est clair que c'est pour s'adapter à Beastars, donc ça fait d'autant plus plaisir hein, parce que déjà les paroles viennent de l'autrice, donc tu dis putain, tout est bien, tu vois, tout est bien, je trouve dans cette collaboration. Et puis même sans ça, regardez et lisez Beastars surtout quoi, c'est juste trop fou. Beastars, édité chez Kiyun bien évidemment, on est déjà à 17 tomes, 13 volumes, je vais trop loin. 13 volumes en France, tu vas trop loin. Et le dernier volume va sortir au Japon, la cover du dernier tome a été montrée par Haru Itagaki sur son Twitter. Voilà. Donc la série fera 22 volumes de mémoire, je crois, ou 23. Non, 22. Donc je suis déjà triste on arrive déjà à la fin quoi. Donc, je pense à ceux qui vont découvrir la deuxième saison, qui lisent pas le manga et qui vont voir à quel point ça peut être tordu. Oui, surtout qu'à mon avis, au vu de l'affiche, je pense voir où ça va terminer et donc je n'ai que hâte de voir ça. Mais en tout cas, sachez que si jamais vous n'avez jamais lu ni vu Beastars, je crois que c'est le compte officiel de Toho Animation qui a mis en ligne une vidéo de 14 minutes qui résume la saison 1 si jamais vous n'avez pas le temps et que vous voulez enchaîner sur la saison 2. Du coup, moi j'ai regardé ça. Après, j'ai enchaîné sur le trailer. Écoute, il y a des gens, ils se matent des cailles pour aller plus vite parce qu'ils n'ont pas le temps, pour enlever les fillers, des trucs. Moi, je regarde des résumés officiels. Oui, on a. Les cailles, c'est des comment dire, moi, des versions. Hein, donc là, je comprends pas. Non. Des cailles, c'est genre Dragon Ball Kai. Enfin, tu vois, c'est des. Ah, d'accord. Oui, pardon. Des cailles. Dans ce sens-là. Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte? En plus, c'est une vidéo officielle. Et ça m'a résumé en 14 minutes l'intégralité de la saison 1. Et bon, je crois que par contre, elle est en japonais non sous-titré, mais du coup, j'étais là genre ok, d'accord. Du coup, j'ai enchaîné sur le trailer celui-ci et j'étais là genre oh mon dieu, d'accord. Mais j'ai quand même évidemment très envie d'aller voir la série. Hein. C'est sur Netflix, la saison 1 est disponible. Il me suffirait d'avoir du temps et de prendre ma télécommande. D'ici, je pourrais regarder. J'ai ma télé, elle est là-bas. Mais honnêtement, lis les mangas. Hein. Vraiment, le trait de Haru Itagaki, il est somptueux. Les 2-3 premiers tomes, c'est sympa, mais c'est en devenir à partir du 4e. Ouais. C'est inattaquable, quoi. C'est les derniers, là, mais j'ai les 2 premiers. Infini. J'ai les 2 premiers. Tellement de morphologie. Tellement de morphologie à maîtriser. L'anthropomorphisme qu'elle développe est assez fou, quoi, à tous les niveaux. En plus, moi, j'adore ça, les humains animaux, tu vois. Enfin, j'adore ça. C'est un de mes trucs préférés. Les Goshi, le héros, mais le charisme, level up du charisme, c'est-à-dire que quand tu vois au début et que tu vois ce qu'il est maintenant, mais c'est. Parce qu'au début, il est un peu gauche, il est un peu hésitant, il est pas sûr de lui sur plein de trucs. Il l'est toujours un peu, mais le trait de l'autrice s'est affirmé, elle le rend un peu plus mature visuellement, et en fait, il est juste somptueux comme personnage. Toutes ses poses mélancoliques, toutes les fois où il a l'air un peu triste, même quand il est un peu en colère, enfin, c'est le parcours. Comment tu ressens sa masse, tu ressens son poids, son volume, sa masse dans les pages. Écoutez, je vais essayer de me rattraper parce que moi j'ai le tome 1 et 2 que j'avais acheté à Angoulême quand l'autrice était venue à Angoulême, donc il y a 1 an et demi à peu près, je crois. Oui, un peu plus. Ils sont allés vite, mine de rien. Déjà 13 tomes, ils sont allés vite, Kiyun. 2 ans, ça va, c'est la norme. Tu fais 6 volumes par an. Après. Oui, ça fait 2 ans en fait. Janvier, c'est dans quelques jours. Donc ça fait 2 ans. Pardon, excusez-moi. Ça fait 2 ans et je les ai jamais lus. Voilà, je les ai jamais ouverts, mais il faudrait. Je les ai achetés en plus. Hein. J'ai fait oui, bonjour, je voudrais acheter les 2 premiers tomes de Beastars. Tenez, au canet. Voilà, et j'ai toujours pas lu. Mais j'achète beaucoup de trucs que j'ai pas le temps d'ouvrir. Mais clairement, Beastars, c'est dans ma liste de il faut absolument. D'ailleurs, on dit lisez les Beastars, mais bien évidemment, on encourage aussi les gens parce qu'on est des Jojo forceurs à également découvrir Jojo's Bizarre Adventure parce que on est comme ça et là on a une bonne nouvelle pour les fans malgré tout. Non, pas sûr en fait. Bonne nouvelle, je sais pas. Moi j'ai mis le mochi parce que t'as peur, trop. Parce que t'as peur.
Je sais pas trop quoi en penser visuellement. C'est donc l'adaptation. Effectivement, il y a une mini-série que la NHK, l'équivalent de France 2 japonais, va diffuser. Là, c'est la chaîne publique. Une série basée sur l'univers de JoJo qui s'appelle Das Spock Kishibe-Rohan. Donc, ainsi parle Kishibe-Rohan. Ou ainsi parla, je me rappelle plus la conjugaison en anglais. Je suis affreux, désolé. Ainsi parlait. C'est Ainsi parlait, c'est ça. Ainsi parlait Kishibe-Rohan. Qui est donc en fait basé sur une série de 2 livres spin-off de l'auteur de JoJo. Donc JoJo, la grande saga qu'on ne présente plus parce que là, on va pas avoir le temps. La news va faire 40 minutes. Oui. Sachez juste que Kishibe-Rohan, le personnage principal de cette intrigue, est un personnage secondaire de la partie 4. C'est aussi un avatar de l'auteur. En tout cas, c'est dans l'histoire, le personnage est un mangaka et que l'auteur a dit clairement c'est un peu mon alter ego. Il s'est souvent mis en avant avec ce personnage. Ouais. Et donc, il a fait plein d'histoires courtes sur le personnage de Rohan, dont la plus connue chez nous, c'était Rohan au Louvre, qui était un des premiers livres que le Louvre avait édité en collaboration avec un mangaka. Et donc, cette mini-série va être basée sur 3 histoires. L'histoire du premier épisode est basée sur un chapitre du manga. L'histoire du deuxième épisode va être basée sur une histoire qui s'appelle Kushagara, qui est une histoire courte de Ballade Kitagumi, qui est un romancier, un romancier japonais. Et en fait, il avait écrit des histoires pour un spin-off de Kishibe-Rohan, qui s'appelait Kishibe-Rohan Short Story. Et c'est plein d'auteurs qui avaient proposé leurs histoires de Kishibe-Rohan. Donc, c'est pas un truc que l'auteur de JoJo avait fait lui. D'accord. Et le troisième épisode, ça sera une histoire complètement inédite, qui s'appelle DNA. Donc voilà, ça va être diffusé les 28, 29 et 30 décembre, donc là dans pas longtemps, à 22h le soir, parce que souvent les histoires de JoJo et de Rohan, c'est des histoires un peu qui flirtent volontiers avec le gore, ou en tout cas il y a des morts assez facilement, donc c'est peut-être pas pour tout public visuellement. Et le petit truc rigolo, c'est que là on ne l'entend pas parce que le son est coupé, Oui. mais dans la bande-annonce, c'est le doubleur de Rohan dans l'animé, donc Takahiro Sakurai, qui fait la voix off de présentation de. Ah, c'est cool ça. AV. Ça quand même, Voilà. ça donne un petit quelque chose pas désagréable. Ah, déjà, plus que le visuel de son stand où on dirait qu'on a collé des pages sur les visages des acteurs, quoi. Mais je pense que c'est ce qu'ils ont vraiment fait. Ouais. Je pense qu'on peut pas être plus vrai. Voilà. Ouais, effectivement. C'était pas cher. T'as dit quoi C'était pas cher. C'était pas Oui, cher. c'est ça. Il a toujours la petite phrase qui fait mal à la fin, hein. C'est fou. Mais moi, ça me fait penser au chat en peluche dans le drama Sailor Moon. Hein, Ah ouais, d'accord. Ah, tu compares. Ah oui, c'est violent la comparaison. Non, mais après, peut-être que ça sera bien. Mais disons que Rohan, pour le coup, il a pas. C'est pas un des personnages qui a le plus de pouvoir. Il n'y a pas besoin de beaucoup de CGI. Il n'y a pas besoin de beaucoup de 3D. On pouvait se permettre quand même de faire en sorte qu'il y ait le visage qui s'ouvre, avec même en 3D moche, tu vois, les Japonais ils sont adeptes de la 3D moche, ils pouvaient nous faire un peu de 3D moche avec le visage qui s'ouvre en deux. Là il y a vraiment l'impression qu'ils lui ont collé à la glue des pages de papier, quoi. C'était pas cher comme disait Fumble, je pense. En fait. Ouais. Mais moi je réalise parce que visuellement l'affiche elle est jolie en plus, tu vois. Donc, ouais, franchement elle est stylée. Moi ce que je réalise c'est que du coup tu vois les films de fin d'année au Japon, c'est Rohan Kishibe. Nous on a des films de Noël, tu vois. Eux, ils ont Rohan Kishibe. C'est pas la même ambiance. T'inquiète pas. Après, Astérix et les 12 travaux, c'est bien fait. Ils ont surtout les émissions de fin d'année. Oui. Mais après, ils ont les meilleures émissions de fin d'année. Ils ont pardon, comment? Les meilleures émissions de fin d'année. Bien sûr. J'aimerais bien produire une émission où ils se tapent, où il faut pas qu'ils rigolent, sinon ils sont tapés dessus. D'accord, alors on n'a pas du tout les mêmes goûts en matière d'émissions japonaises, mais je note dans ma tête. On va parler de quelque chose qui est un peu dans l'idée de célébrer également, hein. Souvent dans les fins d'année, les débuts d'année, on fait des classements, c'est pas une nouveauté. Et du coup, il y a la team Manga Show qui organise ses propres awards également. Ils ont mis en place un petit lien du coup pour remplir un formulaire Google sur leur compte Twitter. N'hésitez pas à aller checker. Du coup, si vous voulez vous aussi voter pour du coup essayer de faire un classement qui soit au plus proche des tendances des consommateurs français ou tout du moins du public de l'émission Team Manga Show. Donc c'est les Team Manga Awards 2020. L'émission avec les résultats sera diffusée le 27 décembre sur leur channel Twitch où ils font leur émission donc tous les dimanches de base. Du coup, je pense que le 27 décembre en toute logique sera un dimanche. Attendez, je vérifie ça. Ce sera bien un dimanche. Et il y a donc tout plein de catégories. Je vous tease un peu sur le contenu. Vous pourrez choisir le meilleur manga d'action, la meilleure romance.
Alors, évidemment, je sais déjà que sur la romance, Thunder allait voter Cigarette and Cherry si jamais il va voter. Ça dépend, il y a quoi d'autre, hein? Ah, C'était quoi les autres titres? moi, j'ai voté pour First Job New Life. Ah non, oui, Cigarette and Cherry, c'est mieux First Job New Life, mais il n'y a pas de romance dans First Job New Life. Si, il y en a un. Attends, mais t'as pas lu les 4 tomes, ok. Non, j'ai pas lu les 4 tomes. T'es en train de spoiler la fin de First Job New Life, mais c'est de cette année, c'est même pas comme l'autre série qui avait 10 ans. C'est horrible. Mais à quel moment t'as l'impression qu'il n'y en a pas? Même dès le tome 1, c'est une des problématiques. Elle parle de la relation. Tu veux aussi me spoiler La sueur et le savon? C'est ça? Il y a d'autres titres aussi, mais peut-être voilà, on n'aura pas les mêmes envies de vote. Il y aura le meilleur manga de suspense, meilleur manga d'humour. Là, je suis choquée, par contre, il n'y a pas le Yakuza là, qui fait la cuisine. Il n'est pas dans la sélection. Ça me choque. Parce qu'il était de 2019, il me semble, non? Le premier volume n'est pas sorti en 2019. Ça doit être par rapport à la sortie du premier tome, t'as raison. Bon, bah, dans ce cas, je suis pas choquée. Pardon, excusez-moi. Il y aura le meilleur manga tranche de vie, meilleure édition, meilleure fabrication de manga. Bon là, j'ai été dans l'hésitation totale parce que t'as le nouveau Full Metal, t'as le nouveau Sailor Moon et t'as le Veil. J'étais là, oh, ah ouais. Oh, c'était mal. Et il y a aussi évidemment, alors il y a marqué la couleur tombée du ciel, c'est le Lovecraft. Bah ouais. Donc là aussi, tu vois, tu fais, oh, mais c'est dur, mais trop dur. Il y a les Lovecraft, ils sont très beaux, mais maintenant ça fait quelques temps qu'ils en sortent, tu vois. Ça veut dire que c'est bien de les faire. Ils ont gagné au début beaucoup, maintenant on les connaît. Est-ce qu'on pourrait pas mettre en avant d'autres éditions? Alors, on parlait de Veil, effectivement, qui est très beau, mais moi je dis un grand chapeau aussi à la Perfect de Full Metal, qui coûte pas cher, à compter 11 ou 12 euros. Il y a des super effets. Il y a marquage à chaud métallique, enfin c'est super beau quoi. Le travail de Fabien Vautrin à qui on fait des bisous. On fait beaucoup de bisous dans cette émission, malgré tout le sel qu'on jette. Vraiment. On le jette pas sur eux. Non, pas sur eux. Mais des fois on sait pas. Des fois je sais pas. Je vais être obligée de me désolidariser par moment. Mais donc il y a vraiment plein de catégories. Il y a aussi artbook, one shot, manga français. Manga français. Moi, j'avais d'ailleurs mon préféré dans les mangas français. Moi, c'est Wind Fighters. Quelle révélation incroyable, Wind Fighters. T'as pas lu? Ah, franchement, c'est trop bien. Il fait beaucoup mieux que son autre manga d'avant. Eh ben dans ce cas, non mais vraiment, Wind Fighters, je suis mais tellement saucée, c'est trop bien. Mais bon, Orient, c'est toujours mieux. Meilleur manga en cours, meilleure réédition de manga. Ils vont loin dans les catégories quand même. Oui, meilleur dessin de 2020, donc je pense que ça doit être le Kara Design, j'imagine. Le ou la mangaka de l'année. Alors moi j'ai voté d'ailleurs Tetsuya Endo parce que quand même voilà, j'avais bien envie de le mettre un peu à l'honneur. Parce que Spy Family, je veux dire voilà. Non mais disons, qu'est-ce que tu sous-entends par meilleur mangaka de l'année? C'est genre le mec qui a été le plus gentil avec les auditeurs, qui a été oui voilà, c'est ça, c'est quand même très très vague comme truc. C'est peut-être un peu vague, mais moi ce que je peux comprendre c'est le meilleur dans le sens cette année, qu'est-ce qu'il a fait qui était intéressant, qui était bien. Est-ce que parmi tous ces auteurs, qui c'est qui a fait un truc qui nous est arrivé? Enfin moi je le vois comme ça, tu vois. Donc moi j'aurais dit Tetsuya Endo, bien que Tatsuki Fujimoto aussi. Mais trop dur. Mais trop tard, j'ai voté Tatsuya Endo. Après le manga le plus attendu de 2021. Là il y a pas mal de titres dont on a parlé, dont j'ai parlé d'ailleurs dans Mangasure et dont on a déjà parlé avec Fumble, puis Blue Lock, Blue Period, Burn the Witch, Kaguya-sama et alors My Broken Mariko qui sortira chez Kiun. Meilleur manga 2020, bon il y en a beaucoup. Bon, et après il y a pareil, à peu près pareil quand c'est possible sur les animés. Donc pour vous prévenir, prenez votre temps quand même si jamais vous voulez voter. Ça prendra pas 30 secondes. Il faudra s'y investir un petit peu quand même. Voilà, c'était juste pour vous prévenir parce que c'est toujours cool quand il y a des gens qui font des trucs comme ça. Peut-être qu'un jour on aura les Mochi Awards aussi, on sait pas. Pas maintenant, clairement. Mais voilà, il y aura le Mochi d'or, le Mochi d'argent et le Mochi de bronze et ça va faire du boulot à la petite Kim. Mais je pense qu'elle le fera avec beaucoup de plaisir, bien évidemment. On va parler du coup de, on va dire, voilà, celui qui mérite un peu tous les awards de cette année. Bien évidemment, je parle de la série Demon Slayer, puisqu'il y a le tome 23 qui sort au Japon. Je sais pas s'il mérite autant de récompenses, mais... Oh, Fumble, arrête avec ton sel. Mais non, mais c'est pas du sel. Ce qu'il va récolter, c'est pas mal de fric, en tout cas. Il tombe pas dans le fandom, tout simplement. C'est trop tard. Regardez, c'est le tome 23, c'est le dernier. On n'a pas fini d'en parler, mais au moins le manga est terminé au Japon avec le tome 23 qui est sorti.
je le rappelle, hein, ils avaient annoncé 3,95 millions de tomes sur le marché pour la première édition, pour ce lancement. Et apparemment, il fallait au moins ça quand on voit les queues que les gens ont fait pour... ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un record pour autant, parce que tu as des One Piece, t'as des tomes de One Piece qui s'étaient tirés, premier tirage à 4 millions, tu vois. Donc je trouve ça marrant qu'ils ont pas, comme ils veulent essayer de péter tous les records avec ce manga, qu'ils se disent, vas-y, on fait un tirage à 4,5 ou tu vois. Ouais, mais regarde, si tu les alignes tous comme ça sur une étagère, ah bah oui, c'est vachement impressionnant. C'est clair. Et voilà, donc forcément, reportage, tout le monde est allé voir le film. Attends, t'avances pas, le film c'est en quelques instants, t'avances pas. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, hein. Tout le monde l'a acheté, peut-être en double, en triple. J'ai pas noté la date de... Mais attends, c'est quoi, il y a une édition collector? C'est quoi cette boîte? Pourquoi il y a une boîte en plus? Ah, il y a une figurine vendue avec. Ah oui, il y a une posquette, c'est ça? Il y a une petite, je sais plus exactement c'est laquelle, mais oui, il y a une figurine. Ouais, c'est la marque Posket en fait. J'avais vu effectivement passer le truc. Ah ouais, non mais attends, il y a tout pour le vendre, le survendre, le manga. On remarquera qu'on est bien au Japon parce que les gens ne se poussent pas dans les rayons pour avoir le bouquin en premier. Ils font la queue poliment. Ils n'essayent pas de se dépasser ou de se gruger. C'est trop mignon. Mais il sait même pas lire ce gamin, pourquoi il l'achète le tome. Surtout que c'est plus 16 hein, quand même. Mais non, mais c'est sa maman ou son papa ou sa grande sœur, je sais pas. Mais ils se sont dit c'est mignon, tiens, donne-lui dans les mains. Et du coup, t'as vu, c'était mignon, ça a marché. J'ai poussé un cri. Mais non, ouais, c'est... T'imagines en France avoir des queues comme ça pour aller acheter un livre? Impossible. Il n'y en aurait pas des queues comme ça parce qu'ils seraient tous englués comme des bœufs dans le magasin. Ils auraient tout détruit pour avoir le bouquin et voilà. Alors, en revanche, la news aurait été que la sortie d'un manga fait exploser un magasin, tu vois. Devient un cluster. La sortie d'un manga devient un cluster de Covid. Ça n'a aucun rapport avec les mangas. Moi, je me souviens quand les Virgin Megastore ont fermé, ils faisaient des promos et tout. Et je me souviens que les mecs avaient arraché les iPads des trucs de sécu, tu sais, avec les filins métalliques et tout, pour les vendre, quoi. Et je me souviens que je passais pour prendre un bouquin. Et les trucs étaient complètement arrachés et détruits. Sérieux? Voilà. Oui, bah oui. Incroyable. Parce que moi, je me souviens du Virgin Megastore de, tu sais, sur les champs. Bah, c'est celui-là fermé. Ouais, bah j'y suis allée pour acheter des trucs. Je suis arrivée, il y avait des miettes, quoi. Il y avait des miettes. Bah, c'est ça. Je me souviens, les vendeurs étaient en pleurs, quoi. Il y en a qui ont été vraiment, ils se sont fait agresser par les gens qui voulaient. Les mecs, ils prenaient la moquette. Imagine Demon Slayer comme ça chez nous. Ouais. Les mecs, ils tabassent les vendeurs pour avoir le dernier volume, tu vois. Ah là là, la tristesse, vas-y. Ah non. Non. Mais en tout cas, on va passer du coup maintenant sur le film, puisqu'il y a aussi des choses à dire sur le film Demon Slayer. C'est la licence du moment. Oui. Mais oui. Oui. Non mais ça me fait rire parce que tu t'en souviens pas, mais c'est une des premières news que tu m'as fait faire. C'était déjà les chiffres de Demon Slayer le film. Et je me dis, ah c'est bien, je suis revenu pour reparler des chiffres de Demon Slayer. Il y a un suivi logique. Je suis content, bravo. Donc c'est théoriquement, c'est pas les mêmes. Ils ont augmenté. Oui. Théoriquement, oui, ils ont augmenté depuis la dernière fois où on a parlé. Quelle est la progression? Donc, là, je vais pas vous refaire tout l'historique, mais en gros, on en est à... Alors attendez, les chiffres sont très précis. À dimanche, on en était à 21 525 216 billets vendus, ce qui fait 228 848 875 300 yens exactement de recettes en 52 jours au box-office, qui est donc comme d'hab le record all-time. Il est devenu le deuxième film du box-office japonais tout temps confondu. Donc il n'y a plus que Chihiro à battre, et à mon avis il va le battre d'ici une semaine, grand max, hein, parce qu'ils sont qu'à 1,5 million ou 2 millions d'écart maintenant. C'est alors en revanche plus intéressant et impressionnant, parce que ça n'arrive pas souvent dans le monde, il est le 6e film le plus rentable de l'année mondialement. Donc de tous les films sortis dans l'année dans tous les pays du monde, il est le 6e film le plus rentable. Et pour rappel, il avait fait 4 623 117 450 yens, très précisément, lors de ses 3 premiers jours d'exploitation, ce qui était déjà un record all-time. Et il avait fait rien que 1 268 millions et quelques le vendredi de la sortie. Donc voilà, comme d'habitude, la fureur sur ce film ne s'arrête pas. Voilà. Et ça ne retombera. À quel moment ça va retomber? On se pose vraiment la question. C'est fou. Quand il n'y aura plus le film à l'affiche. Alors qu'en France, c'est l'ébullition pour savoir c'est quand la date, c'est quand qu'ils annoncent. Ouais, mais je pense que les chiffres ne seront pas aussi énormes, hein, clairement. Non, pour la France, non, bien évidemment que non. Non, mais on est dans l'attente. 4 salles.
qui vont Mais de toute diffuser le façon, film à un moment, mercredi à vendredi, ça sera fini. ils vont cumuler comment dire, les ventes de billets, je pense, pour se dire mondialement, ça a fait tant et tout. Donc chaque Oui, place de ciné vendue comptera. mais C'est là, important. de toute façon, on va pas revenir pour sur payer pourquoi, parce que c'est les compliqué. accueils après. C'est compliqué d'analyser, mais de toute façon, c'est une anomalie. Mais comme tout ce qui touche Demon Slayer depuis qu'il y a eu l'animé qui est passé sur Netflix, c'est une anomalie et qui se met par plein de trucs. Mais je pense on verra Dans la rarement pandémie. 2 fois une série comme ça. Oui, voilà, je pense que déjà la pandémie a aidé, le fait qu'il n'y avait pas de concurrence, le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de films animés cette année, le fait que c'était la suite de la série animée et que mine de rien, plein de gens disent bah non, justement, si c'est la suite, les gens vont pas aller le voir. Moi, je pense que si, parce que tout le monde l'a vu pendant la pandémie, l'animé, et que les gens ils veulent la suite de l'histoire. Donc, Mais oui, bien sûr. sachant qu'il doit y avoir aussi, je sais pas, peut-être 1 milliard de fan-forceurs qui vont le revoir 3-4 fois pour être sûr d'avoir bien vu le film et d'avoir tout compris, parce que ça a l'air d'être une intrigue très compliquée, ce train de l'infini. D'ailleurs, j'ai suivi le conseil, je sais plus qui m'avait donné ce conseil, je crois que c'était la semaine dernière, c'était Fumble et Bitel, par rapport au fait qu'il fallait pas que je regarde, que je lise le manga, il fallait que j'apprenne. Ah non, c'était avec Louis, pardon. Je confonds. Oui. C'est dans Mangasure, c'était avec Louis San, qui du coup a vu le film au cinéma quand il était au Japon, maintenant qu'il est rentré en France, et qui m'a dit que c'était la première fois de sa vie qu'il regrettait d'avoir déjà lu le manga auparavant, parce que en fait, il se rend compte qu'il aurait pu vivre des sensations incroyables à la découverte des images dans la salle de ciné, et que c'est vraiment rare qu'il ressente un truc comme ça. Donc j'étais là, ok. Je vais donc bien faire attention de ne pas lire la suite. Pas de problème, ça, c'est dans mes compétences. Je peux le faire. Donc, je vais juste... Il faudra voir le film quand même. Ah oui, bien sûr. Mais justement, je vais apprécier une vraie découverte, même si j'ai vu un peu le trailer, donc je vois quand même pas mal de trucs. D'ailleurs, je parlais de Louis San, j'ai pas voulu faire de transition spécifique par rapport à ça, mais il nous a parlé dans le dernier Mangasure d'un manga dont tu vas nous parler maintenant, fameux... Ah non, putain, encore raté. Allez, une dernière fois là. Ce qui est bien, c'est quand même que l'ordre est très précis. Hein. Tu fais en sorte que ça soit toujours toi, Fumble, moi. Et là, c'était moi qui parlais. Et tu t'es pas dit, bah tiens, c'est ma news. Mais non, quand on parle longtemps, après, je fais plus attention. Mais en fait, c'est parce que, regarde, j'ai pas envie de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre que la mienne, mais Fumble, il a entouré, en fait, il a sa souris est sur la cellule de sa news. Et du coup, mon cerveau... Désolé. Mon cerveau, il s'est dit... Mais c'est tellement inconscient. C'est très inconscient de ma part. Ah voilà, là, c'est plus le cas, effectivement. Alors non, pas du tout, Machel. Putain. Mais et en plus, autre tu spoil la news. Oh là là, ça n'en finit plus. Je m'en sortirai. Il y avait déjà un demi-spoil quand j'ai dit Louis nous en a parlé dans Mangasure pour les gens qui auraient regardé Mangasure. Et ça s'appelle un teasing, hein, c'est pas du spoil, attention, ne confondons pas tout non plus. Moi, je voulais vous parler de Hilodoli Comics, parce que ça me touche personnellement, en fait, c'est on va dire, alors, une maison d'édition sur le web que je suis en fait depuis un bon moment. Je dis pas forcément que je les suis depuis leur tout début, mais je les connais depuis qu'ils ont l'intention de s'étendre jusqu'à la France, puisque du coup, ils m'avaient contacté pour voir, tâter un peu le terrain, comment ça se passe en France, etc. etc. Et d'ailleurs, donc, ils ont sorti une licence spécialement pour la France. D'ailleurs, c'est écrit en français. Oui, il y a marqué accéder directement à notre collection de doujinshi traduit en français. C'est Hilodoli Citron. Voilà, je trouve ça mignon, Hilodoli Citron, pour leur collection de titres français qui donc mélange un peu tout, aussi bien des titres donc pour un public adulte, hein, 18+, hein, vous voyez bien, qui est soit des contenus hétéros, pas hétéros. Il y a un peu de tout, avec évidemment tout ce que peut comporter l'imagination de l'être humain quand il n'y a pas un éditeur derrière, puisque le doujinshi, c'est du contenu amateur, entre guillemets, dans le sens où c'est pas édité par une maison d'édition à proprement parler. Mais c'est pas pour autant que la qualité est moins bonne, au contraire, il y a des artistes qui ont un talent incroyable. Et donc en fait, il faut savoir que pour acheter leur contenu qui est purement numérique, jusqu'à maintenant c'était pas forcément évident, ils passaient par des plateformes qui vendent bien évidemment du coup des contenus similaires éventuellement, et maintenant c'est bon, on n'a plus besoin d'aller vers d'autres sites qui peuvent parfois nous faire un peu peur quand on n'est pas trop habitué. Maintenant il y a tout directement sur leur propre plateforme, c'est donc ce site là, vous allez sur leur compte Twitter, vous verrez, du coup on a alors Hilodoli Comics qui est donc leur
on va dire leur licence de base, donc tout ce qui est vraiment contenu totalement hentai érotique plus hein, avec tous les kinks des fois les plus fous qu'on puisse imaginer. Après il y a Irodori Aqua. Irodori Aqua, c'est tout ce qui va au contraire être tout public avec vraiment des petites perles dedans. Franchement le yakuza qui tombe amoureux de la flic et la flic est amoureuse de son yakuza mais qui se le disent pas, c'est magnifique. Irodori Sakura qui va être pour les contenus plutôt Yuri et Boys Love. Et donc Irodori Citron, c'est nous. C'est pour le contenu en français. Et je suis très contente de me dire que ça y est, c'est un nouveau départ pour eux, en espérant que ça marche. Je leur souhaite bon courage, parce que du coup, maintenant, je sais que quand je parlerai dans d'autres émissions des contenus de Irodori Citron, je pourrais leur dire que c'est sur leur site officiel. Il n'y a pas besoin de passer par tel site ou encore ailleurs. Ce sera beaucoup plus simple. Et voilà, c'est très cool. Moi, je suis très contente. Et je suis très contente aussi d'avoir eu pour la première fois dans ces émissions avoir autant censuré une image. J'ai abusé du coup du petit mochi surpris. Voilà, de tous les côtés, histoire d'être sûre de ne pas avoir de problème, puisque cette image qui était déjà un peu floutée ne l'était pas assez. Et je préfère éviter les problèmes. Vous avez... question nulle, putain. Vous avez déjà regardé des trucs de cul? Jamais. De quoi tu parles, Nani? Pendant que tu parlais. J'y étais, moi j'étais sur le site, je checkais, c'était très intéressant. Merci de l'info. Non, Vic la terreur, il n'y a pas de chouïa de téton, tu te trompes, il n'y a que des mochis surpris et il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun chouïa téton, mais zéro, rien du tout. Non, alors, vraiment, j'ai triple vérifié, il n'y a absolument rien qui est visible. Tout est caché. C'est pas Vic la terreur, c'est Vic cherche la merde, hein. C'est vraiment, ce soir, il veut nous faire avoir des ennuis, c'est pas possible. En tout cas, sachez qu'il y a un kink qui existe dans tout ce qui est contenu érotique, qui s'appelle un peu tout ce qui est à base de muscles. Dans le Boys Love, on appelle ça le bara. Mais c'est pas de Boys Love qu'on va parler avec Fumble, mais on va quand même parler de muscles. Bon sang. Côté muscles. Moi, je suis plutôt magique. Ta transition était très bien. Bravo. Oui, bravo. Merci. Aïe. Machel, c'est le deuxième manga que je lis en priorité dans Manga Plus après Chainsaw Man. quand les chapitres tombent. Donc Machel de Hajime Komoto, c'est une série qui mélange hardiment One Punch Man et Harry Potter. Donc, c'est exactement ce qu'il avait dit. C'est exactement ce qu'il avait dit, Louis. Vous êtes tous d'accord, c'est merveilleux. De toute façon, c'est évident depuis le premier chapitre et compagnie. Donc, ce personnage qu'on voit là s'appelle Mash Burnhead, je crois, si je ne me trompe pas. Et il vit reclus dans une forêt parce que l'univers où il est, tout est régi par la magie, et lui, il n'a pas de magie. Donc, il vit avec son grand-père caché. Parce que quand tu n'as pas de magie, tu peux être emprisonné et mis à mort. Donc, il vaut mieux se planquer. Et il doit jamais aller en ville, sauf qu'une fois, il y va, parce qu'il aime bien les choux à la crème, donc il va s'en acheter quelques-uns. Et il va se faire griller, et il va être confronté aux magiciens, à la police de la magie, qui veulent le choper. Sauf que Mash, comme il n'a pas de magie, il compense avec le physique, c'est-à-dire qu'il est surpuissant. Il est très fort. Il n'y a absolument rien qu'il ne puisse pas faire, qu'il ne puisse pas contrer avec sa force, sa vitesse, son endurance, tout. Et la magie n'a finalement aucun effet sur lui. Si tu lui envoies une boule de feu, il va jongler avec, quoi. Il va faire un petit baseball. Ça nous a fait mourir de rire dans Manga Sûr parce qu'il y avait un trailer qui avait été diffusé et c'était incroyable. Le mec en face qui doit être de la police ou un truc comme ça, qui lui balance un truc et puis l'autre il fait flaf comme ça et puis l'autre il fait une grimace incroyable. Et donc très franchement, Machel, qui est donc la contraction de Magic and Muscle, c'est ça en permanence. C'est Mash qui est confronté à des magiciens super puissants qui vont lui balancer des trucs et lui il va les défoncer et tous ceux qu'il a butés avant sont derrière lui qui font une tête comme ça. C'est toujours la même tête et ça marche à chaque fois, mais ça fait pareil. Et ainsi de suite, c'est très classique sinon, c'est-à-dire qu'il va poser il va affronter des personnages qui vont devenir ses alliés, et puis il y a une petite histoire qui se met en place très doucement. Là, je pense qu'on en est à 42 chapitres sur Manga Plus. Et ça va, en 42 chapitres, c'est pas redondant, il y a vraiment un fil rouge qui se développe?
Il y a une vague intrigue en dessous qui se développe très doucement. C'est un peu redondant parce que c'est une suite de combats, une suite d'affrontements contre des personnages toujours plus puissants qui vont à chaque fois devenir ses potes juste après. D'accord. C'est un shonen, dis donc. Mais c'est surtout l'humour avant tout. Quoi, voilà. Puis aussi tout cet univers Harry Potter, parce qu'il se retrouve à l'école des sorciers. C'est vraiment avec le style, j'adore le chara-design avec les jambes très fit, les chaussures pointues, habillés en noir. Ils ont tous vraiment une très grande classe. Ils ont tous un trait. T'as quelqu'un dans le chat qui a dit, et je suis d'accord, on dirait que c'est Mob de Mob Psycho, mais qui a mangé un bodybuilder, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Il est un peu naïf, pareil, hein. Il est très très honnête, très sincère. Faut pas non plus le prendre pour un con. Hein. Si on tape sur ses amis, il tape en retour et beaucoup plus fort. Et voilà, il est même, tu vois, l'école, elle va être divisée en trois clans, donc exactement comme dans Harry Potter, c'est les mêmes. Hein. C'est vraiment de la parodie. Ils ont les mêmes baguettes et tout, sauf que bon, la seule différence, c'est que la magie, c'est plus du pouvoir à la stand, quoi. Ouais. Chacun leur magie, c'est pas de la magie à la Harry Potter. Mais sinon, c'est pas le truc le plus dingue, mais c'est vraiment drôle. C'est un des mangas qui arrive à me faire éclater de rire encore assez fréquemment. Honnêtement, si c'est assez frais et que ça le garde sans tomber dans un truc un peu bof, moi je dis ok, ça me va. Moi j'ai hâte de voir parce que moi le trailer m'a fait mourir de rire quand je l'avais vu, donc je suis hyper intriguée. On rappelle que ça sort donc le 7 avril, les 2 premiers tomes sortiront simultanément chez Kazé. Les couves ont l'air sympas en plus. Enfin c'est les couves provisoires là qu'on voit sur le visuel, mais elles ont l'air plutôt classe. C'est clair, et j'apprécie franchement la démarche des éditeurs qui de plus en plus souvent proposent les 2 premiers volumes d'une série du premier coup. Et pour moi c'est vraiment une très bonne idée parce que parfois le tome 1 n'est pas suffisant pour vraiment se prendre dans l'histoire. Comme Beastars. J'allais dire comme Jujutsu Kaisen, parce que Jujutsu Kaisen, il y avait les 2 premiers tomes qui étaient sortis en même temps, et pour moi, il fallait avoir les 2. Pour moi, c'était important de pas lire juste le 1, c'était pas... Tu rentres pas assez dedans. Arrête de parler de Beastars, je l'ai juste pas lu du tout. Je me suis pas arrêtée au tome 1. J'avais envie que tu le redises au cas où pour les spectateurs là, qui sont venus entre-temps. Mais il est chiant, arrêtez-le. Bah d'ailleurs, tu sais quoi, au lieu de rigoler, tu vas nous parler de Sido, ou Sidou. Comment ça se prononce? Shidou? Oui, je dirais Sido ou Shido, effectivement. Là, je t'avoue, je sais pas lire les katakana bien encore, donc je me suis pas amusé à lire. Il me semble que déjà, c'est pareil, c'est Sido en japonais, mais bon. Oui, Sido, qui est une série de Tsutomu Takahashi, qui est un auteur que j'aime énormément, qui a fait entre autres Baku no Reto chez Kana. Alors, à titre personnel, parce que je me dis dans le chat, ils vont dire ah, t'as oublié ça, mais moi j'aime beaucoup Baku no Reto chez Kana et j'aime aussi beaucoup Noin chez Pika. Donc Sido, c'était un des gros mangas cultes de Panini. Et il y a quelques temps, il y a un mois et demi, non un peu plus maintenant, il y a 2 mois, ils ont annoncé qu'ils allaient rééditer énormément de titres et ça va commencer dès janvier avec Aozora Yell, qui est une série qui est un shoujo, je crois, en tout cas de baseball, une série de baseball. Et donc ce Sido qui va revenir, donc le tome 1 et 2 vont arriver le 27 janvier. Il y aura après Banana Fish, Eden, Lone Wolf and Cub. Donc non, il y a Panini ressort beaucoup de trucs. Globalement, de quoi ça parle Sido? C'est une série qui est finie en 25 volumes. 25 Waouh. Ok. Voilà. Oui, c'est pas grave, tu ne la liras pas, c'est pas très grave. Ouais, mais du coup, tu vois, pour te dire ah je vais la faire, tu te dis ça fera 25 quand même, tu vois. Mais bon. Ouais, bah oui, mais après, ça peut être extrêmement passionnant. Et ça raconte la quête de 2 orphelins après la mort de leur mère. Ils décident en fait de se trouver à la fin du 19e siècle au Japon. Ils décident de se trouver un maître qui va les entraîner pour devenir des samouraïs, pour qu'ils deviennent comme leur père qui, je crois, est mort juste avant leur naissance ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Et donc, ça va être la quête de ces 2 frères pour devenir des vrais samouraïs dans un Japon assez cruel et froid. Et il y a un côté un petit peu habitant de l'infini de mémoire. J'ai un vague souvenir. C'est une série qui date d'il y a longtemps chez Panini. Mais en revanche, le trait de Tsutomu Takahashi, il est là. Et il est toujours aussi classe et aussi beau, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'attends avec impatience. Dans 1 mois et demi maintenant, ça arrive.
Bientôt, très bientôt. Il y a aussi un autre titre qui va arriver très bientôt, alors pas du tout chez le même éditeur, c'est l'info qui a été dévoilée il y a... On peut dire maintenant quelques heures, hein. J'allais dire quelques minutes, mais non, on peut dire quelques heures maintenant. C'est l'annonce du manga Sans Expérience qui donc sortira chez Delcourt Tonkam le 17 février. Donc je pense très proche de la Saint-Valentin, ça doit être fait exprès. Quand deux inexpérimentés en amour brûlent les étapes pour convoler en juste noces. C'est effectivement totalement ça l'histoire de Sans Expérience. Et si je vous en parle, ce n'est pas pour rien. C'est que un petit peu comme La Sueur et le Savon, non, j'ai pas acheté le manga au Japon, mais je connaissais ce titre parce que je l'avais lu un petit peu en japonais sur je sais plus si c'était sur C'est Moi, je crois que C'est Moi, c'est vraiment ma plateforme où je lis le plus en japonais. Il y a trop souvent des chapitres 1 gratuits proposés et du coup celui-là j'avais lu le chapitre 1 et c'était mignon, mais j'arrivais pas à comprendre comment ils vont finir par se marier et tout. Ils arrivent même pas à se parler. Ils arrivent pas à se parler, ils arrivent pas à se tenir la main. Par contre, ils se marient. J'étais là, ça m'intrigue quand même énormément. Mais le premier chapitre, en tout cas, raconte tout simplement la rencontre de ces deux personnages, qui sont deux adultes tout à fait classiques, hein, on va dire, et qui sont mignons. Voilà, le début était mignon et ça m'intrigue beaucoup. La série a déjà quand même quelques tomes. J'ai pas noté, mais la série est quand même pas mal avancée au Japon. Je sais pas quand est-ce qu'elle se terminera, ça se trouve c'est déjà fini, mais j'ai pas fait attention. Par contre, l'autrice de ce manga, qui s'appelle donc Mayu Minase, on la connaît déjà en France pour un titre qui est sorti il y a un petit moment, hein, c'était en 2013 chez Doki Doki, qui s'appelait Cœur à Cœur. Et déjà le graphisme était plutôt joli. Là, on retrouve un style même différent, donc je suis assez intriguée parce que je me dis ça ressemble pas trop à ce que l'artiste avait fait avant, mais soit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de se renouveler et de créer quelque chose de complètement différent. Et c'est un titre qui a bien plu au Japon puisqu'il a remporté le prix du e-Comic Book Award de 2020. Donc voilà, je l'attends de pied ferme celui-là, très clairement. Je suis fan de romance, vous le savez. Et celui-là... J'ai hâte de voir si ça peut être aussi intéressant qu'un autre manga que j'ai qui n'a jamais été édité en France mais que j'ai acheté au Japon, qui s'appelle Game Over, qui est vraiment bien. C'est de la tranche de vie destinée plutôt supposément à un public féminin mais qui est vraiment, vraiment magnifique. Les dessins sont sublimes. Et du coup, je pense que ça peut être du même acabit. Je sais pas si c'est un peu votre truc, les petites tranches de vie. Un peu. Non, tu crois? Toi, c'est le crépuscule, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est tout. Oui, non, ça me botte bien, ça a l'air rigolo. Ouais. Vu que j'ai lu qu'un chapitre, c'est vraiment trop peu pour pouvoir en dire plus, mais je place pas mal d'espoir. La cover est jolie en revanche. Moi, j'aime bien le chara-design du personnage masculin. Il a une bouille sympathique. Ouais, l'un des aspects, j'ai pas pensé à le préciser car on le voyait bien, c'est que c'est un personnage masculin un peu costaud, hein. On est loin des clichés des mecs androgynes qu'on peut trouver dans la plupart des shoujo mangas. Là, un mec, quoi. Voilà. C'est un mec lambda, quoi. C'est plus un mec lambda qui va, comme vous le voyez sur la cover d'ailleurs, avoir une certaine timidité. Elle moins quand même. Mais voilà, ils sont vraiment, le début était très mignon. J'ai hâte de voir la suite. Et c'est avec cette petite news que nous pouvons clore les news et on va regarder vite fait